Salut tout le monde! Oui, je fais mon intro dans le studio parce qu'il fait noir. On est au Québec puis on est rendu qu'à 1h15 de l'après-midi, il n'y a plus de lumière. Fait que je suis dans le studio. Je vais faire ça vite! 1, j'ai rien à dire. 2, Nicolas, il est tanné puis il faut qu'il s'en aille. Puis il n'y a pas juste ça à faire, m'écouter parler. Il donne. J'ai 2 podcasts en ce moment. Et il était curieux de m'écouter parler. Oui, j'ai 2 podcasts. J'ai Couple ouvert qui va bientôt être disponible sur Patreon. Et j'ai le podcast de Thomas Levac que vous écoutez en ce moment. S'il vous plaît, continuez à vous abonner sur iTunes, sur Spotify, sur Patreon, sur YouTube. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie des bisous. Aujourd'hui, j'ai un épisode spécial. Je reçois Jean-Philippe Descaries-Mathieu. C'est un spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques. En gros, c'est un informaticien qui comprend la sécurité informatique. Il y a beaucoup de trucs dans les médias en ce moment. On discute, mettons, l'application COVID. Il y a le documentaire de Social Dilemma sur Netflix. On parle beaucoup d'informatique. On parle beaucoup de médias sociaux, mais pas avec des informaticiens. Moi, j'ai décidé d'amener un informaticien puis de discuter avec lui pendant 1h30, 2 heures. On a parlé beaucoup d'informatique et de Staline. Je sais pas pourquoi on a autant cité Staline. Sûrement parce que c'est mon podcast. C'est un des premiers podcasts où on parle pas de sa relation avec son père. Ça, je suis un peu déçu. Mais c'est clair qu'elle va très, très mal. C'est juste, je pense que ça va tellement mal qu'il ne peut pas en parler. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il avait une mauvaise relation avec son père. Je sais pas pourquoi je cherche un informaticien. Je sais pas pourquoi dans la vie j'écœure un hacker. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire? Mis à part prendre mes données personnelles et fucker mon crédit pour toute ma vie! Mis à part ça, qu'est-ce qu'il peut faire? À part créer un nouveau Thomas Levac et briser ma vie. Alors, si tu écoutes ça, Jean-Philippe, je t'aime. Tu as sûrement une belle relation avec ton père. Je pense que tu es le père de tous les hommes avec qui tu te tiens. Tu es un homme très, très beau, très sensuel. Bravo. Tu as toutes les qualités du monde. Et voilà. Je me tais. Je laisse la parole à un homme beaucoup plus intelligent que moi. Je laisse la parole à Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Bon podcast! Oh, ouais! Jean-Philippe, très heureux de te recevoir. Ben, merci de me recevoir. OK, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça m'intéresse. Je m'appelle Dick Hardwood, je suis acteur porno. C'est pour tes bloopers. Non, t'es ma deuxième porn star, je suis content. Ah oui, cool. C'est qui la première? Ariel Rebelle. OK, je la connais pas. Tous les Maghrébins viennent me voir en me disant « Yo, t'as un fucking bon podcast, j'ai tout aimé. J'ai aimé Martin Matt, Ariel Rebelle, surtout Ariel, puis il me parle d'Ariel Rebelle pendant une demi-heure. » Je m'appelle Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques. Génial. Alors, t'as un peu plus d'expertise que Julie Snyder en sécurité informatique. Oui, et Marie-Mé, Dan Bigra, avec tout le respect que je leur dois, ou pas, oui, je suis peut-être plus habilité à parler de cybersécurité qu'eux autres. Contrairement à ce que François Legault pourrait croire. Bon. Contrairement à ce que le premier ministre pourrait croire. Oui. Qu'est-ce que tu penses, je te laisse toute la parole, toute la place, qu'est-ce que tu penses de l'application COVID-19 qu'on nous encourage à télécharger? Je vais donner la réponse de consultant chiante, là. Ça dépend. Non, mais oui, mais c'est ça. Avant même de te répondre, là, je vais te expliquer le contexte. Pourquoi c'est difficile. Pourquoi il y a une confusion présentement, là, parce qu'il y a quelqu'un dans les partis d'opposition à l'Assemblée nationale qui disent essayez pas ça, c'est un risque pour les données personnelles. Puis t'as le gouvernement Legault qui dit ben il n'y en a pas de risque pour les données personnelles, what the fuck. Il y a une problématique dans les médias en général, la manière qu'on formate les nouvelles, puis qu'on explique les choses aux gens qui ne se prêtent pas à ce genre de sujet complexe où c'est pas tranché. Tu sais, quand je donne, dans les dernières années, ça fait quoi? J'ai des centaines d'entrevues que j'ai données, là, tu sais. Toujours le même format. C'est un 6 à 8 minutes où tu pouvais poser plusieurs questions, où tu as l'équivalent, le meilleur des cas, entre 45 et 75 secondes pour répondre à une question d'ordre sociologique, pratiquement, qui touche tous les aspects de la société. Puis il faut que tu condenses ça dans un tout cohérent que monsieur, madame, tout le monde va comprendre. Oui, aussi parce que la radio, c'est fait pour moi. C'est fait pour para, punch, prochaine question. Faut que tu parles en soundbite. C'est ça. Parce que moi, je suis pas nuancé, je fais juste créer, je veux dire, il y a très peu de blagues nuancées, mais pour discuter de cybersécurité, bonne chance. Ben, c'est pour ça que
c'est pour ça qu'on n'est pas des masses à être appelés dans les... C'est pas facile de vulgariser des enjeux de cette... Je ne suis pas sûr de me mettre des bretelles, là. Il y en a des bien meilleurs que moi, mais il n'y en a pas tant que ça, puis c'est difficile, puis synthétiser, puis... Dans le cadre de l'application Alerte COVID, j'ai eu des discussions avec mes collègues là-dessus parce que nous autres, on est comme, ben écoute, sa portée est limitée, c'est pas la fin du monde, puis tu sais, paniquez pas pour ça. En même temps, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça fait pas ce qu'on veut que ça fasse ultimement. Puis là, ben, justement, t'as à l'Assemblée nationale, t'as Québec solidaire puis le Parti québécois qui vont te dire que non, c'est un danger pour les données personnelles, mais il n'y en a pas qui sont récoltées. Il n'y a pas de données nominatives sensibles qui sont récoltées par cette application-là. OK. Des applications de traçage et de notification de contact à la COVID-19, il y en a des douzaines et des douzaines et des douzaines partout dans le monde. Okay? Juste aux États-Unis, là, par exemple, vu qu'il n'y a pas de leadership national aux États-Unis là-dessus, on s'entend, il y a des États qui ont développé plus qu'une application de traçage. Il y en a qui utilisent des données de positionnement GPS, il y en a d'autres de la triangulation Wi-Fi, il y en a d'autres qui collectent des informations sensibles. Au Canada, il y a AB Trace Together basé sur l'application singapourienne qui, elle, est assez intrusive. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a que c'est hyper problématique, il y en a que ça ne l'est pas. Ce qu'on a présentement comme alerte COVID basée sur COVID Shield qui est développé par du monde de Shopify, qui est elle-même utilise le gabarit de développement développé conjointement par Google puis Apple, c'est probablement le meilleur choix qu'on pouvait avoir au niveau du respect des données personnelles parce qu'il n'y en a juste pas qui sont collectées. Chouette! Le bottom line, c'est ça. OK, alors si je l'installe, tout va bien. Ben, oui, si tu veux que ça fasse rien de vraiment important. Ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas le contexte que quand il y a un... Mettons, si toi et moi, là, justement, on parle là, pendant plus que 15 minutes, puis on a les deux l'application installée, ça va générer une clé spécifique, unique, qui va être gardée 14 jours sur l'application. Puis si toi, admettons, demain ou après-demain, tu obtiens un diagnostic positif de la COVID-19, le ministère de la Santé publique, bien évidemment, va te donner une clé unique pour te dire que touchez pas à ce gars-là, puis tu vas la rentrer, selon ton propre gré ou pas, dans l'application pour dire, ben voici, OK, j'ai été infecté. Et toutes les personnes que tu as croisées depuis 14 jours vont être notifiées par l'application qu'on a été en contact. C'est une manière d'enlever l'appel un petit peu gênant et humiliant de bonjour. J'ai le téléphone... texte les gens en disant il y a un gars que tu as croisé. Oh là. Ça ne devrait pas le remplacer parce que justement, cette application-là donne pas le contexte. C'est que moi, tu sais, mettons, là, je la teste présentement. Je l'ai installée. Je la teste. Il faut savoir de quoi je parle, tu sais, à un moment donné. Ben oui. Tu sais, je vais la tester pendant 2 semaines ou whatever. Puis là, si jamais je reçois une notification, quelqu'un, on dit, vous dites pas qui, parce qu'on n'a pas l'info, a testé positif à la COVID-19. Vous l'avez croisé dans les 14 derniers jours, allez vous faire tester. Ouais, mais c'est qui? C'est quoi le contexte? Est-ce que ça peut être un gars sur la ligne bleue qui était dans le même wagon que toi, fait que c'est sûr que tu l'as pas eu? Ça peut être ça. Ça fait 15 minutes. J'ai été à distance de 2 mètres de ce gars-là, plus que 15 minutes, ce qui est possible dans le métro. Ouais, je vais l'avoir, mais c'est possible aussi que si je suis à l'université, puis je suis dans le dortoir, puis je dors, puis les murs sont en gyps cheap, puis que de l'autre côté du mur, à moins de 2 mètres, il y a un d'autre qui dort qui a la COVID, puis si je dors à côté de lui, avec un mur mitoyen entre les deux, mais ça se peut que je me fasse me notifier aussi. Fait que ça vaut quoi? Je comprends. Ça vaut pas grand-chose, en fait. C'est ça le bottom line. C'est que c'est ni une panacée qui va régler tous les problèmes de l'humanité, puis c'est ni un backdoor des réseaux pédosatanistes de l'OMS. OK? Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, tu sais... Parce que c'est ça le contre-argument. Hein, qui disent, ben, Facebook, il donne... T'as beaucoup plus de données personnelles sur Facebook. Oui, et le contre-argument, c'est, mais sur Facebook, j'ai ma business, pas sur cette... Bon, c'est ça. Si j'enlève Facebook, je sais pas, je suis obligé de me partir OnlyFans. Bon, ben... En passant, on une bonne idée. J'ai essayé, mais ça va marcher, mais c'est un autre sujet. Ça. Pas les gros totons, c'est ça? Non, mais j'en parle dans un autre podcast, mais OnlyFans ne veut pas de moi. Wow! Ce qui est très insultant. Considérant tout ce qu'il y a là-dessus, ouais. Ouais, parce que je suis allé voir. Je me suis dit, je serais pas beau. Des gens beaucoup plus laids que moi. Des gens beaucoup plus laids que moi sur OnlyFans. Mais je m'égare. Tu sais, Facebook, c'est pas juste une application de chat et qui est problématique au niveau de la capture des données personnelles puis de son utilisation. C'est une méthode de communiquer maintenant. C'est un quasi incontournable, puis je dis Facebook, mais ça peut être Instagram qui appartient à Facebook de toute façon, ça peut être TikTok, ça peut être autre. Les réseaux sociaux maintenant, c'est une manière standardisée de communiquer pour les gens et pour les entreprises et pour le... S'enlever des réseaux sociaux, c'est un peu une mise à mort sociale, tu sais.
Oui, tu peux le faire, tu peux choisir de le faire, mais ça vient avec des conséquences énormes. C'est un problème. Et là, c'est pour ça que moi j'ai un problème de comparer ça avec l'application, c'est que oui, des fois tu peux rouler une business en ligne, tu en as besoin pour communiquer avec justement, exemple, des Patreons ou autres. Tu ne peux pas faire fi de tout ça. C'est pas juste un monstre problématique Facebook. Ça l'est, oui, mais c'est pas juste ça. Tu sais, l'application en tant que telle, Alerte COVID, c'est spécifiquement, tu sais, ultimement, c'est quoi le endgame de tout ça? C'est là qu'il faut regarder. Puis c'est l'absence de message clair de l'État, notamment, et la compréhension des médias qui véhiculent le message que c'est peut-être problématique, c'est peut-être pas, fait que les gens ont une réaction épidermique par rapport à ça. Souviens-toi, 2013... je buvais beaucoup à l'époque. Essaye de te souvenir 2013. Oui. J'étais en roquette, puis j'étais très proche de filles, puis je disais pourquoi tu veux pas? Pourquoi? Lui, il disait ben pourquoi? Ben tu cries pourquoi? Puis il partait. Oublie ce bout-là de 2013, mais souviens-toi de 2013. J'ai une thérapie, moi, c'est d'oublier ça, j'y arrive pas. Mais oui, 2013. Révélation d'Ed Snowden. Ah, merci, je voulais en parler. Sur la surveillance de masse, la collecte globale. La NSA. Après ça, on y reviendra, mais tu sais, après ça, 2018, il me semble, Cambridge Analytica. Oui. Scandale politique sur la collecte de données. Après ça, l'année dernière, Desjardins, fuite de données chez Desjardins. Après ça, TransUnion. Puis après ça, Equifax. Puis après ça, j'aime que tu fais tout mon plan, j'adore ça. Écoute, ça rentre dans la tête du monde, ça, à force de l'entendre. Puis là, les gens ont un excellent réflexe qui n'est pas utilisé au bon moment. C'est-à-dire, hey, wow, minute, ton application qui collecte la grosseur de mon pénis, je veux rien savoir de ça, fuck off. Oui, mais c'est pas ça que ça fait, celle-là. Mais il y en a d'autres que oui, ça fait ça. Et dans le doute, on s'abstient. Ben peut-être. Il y en a qui vont s'en sacrer. Il y en a comme Dan Bigra qui vont shamer le monde qui ne l'installe pas. Pas que je veux faire plus sur sa tête, mais tu sais, il y a un réflexe qui est normal, je pense, qui est un cumul de choses qui a mené à ce genre de réflexe-là. Puis qui est mal utilisé présentement. Parce que cette application-là, c'est ça, c'est pas intrusif au niveau des données personnelles. Maintenant, est-ce que c'est un slippery slope vers d'autres choses? Vers, mettons, là, on est en octobre présentement, dans 6 mois, 1 an, quand on n'a toujours pas trouvé de vaccin, puis que tout chie, puis que la société est sur le bord de s'effondrer, peut-être que les gouvernements vont dire, ben là, il faut step up notre game. Là, il faut installer quelque chose de plus. Puis c'est tout le temps ça qui arrive. Regarde le 11 septembre 2001, c'est arrivé. Ce qui a suivi, c'est une érosion des droits acquis depuis longtemps. Le Patriot Act. Entre autres aux États-Unis. On a l'équivalent un peu au Canada et autres. Dans d'autres pays, tous les pays occidentaux se sont tapés la même chose. Puis, tu sais, ces droits-là, tous les militants vont être d'accord avec moi, une fois que tu perds des droits, c'est très dur de les regagner par la suite. T'sais. Fait que ça, même si l'application Alerte COVID, présentement, n'est pas problématique en soi au niveau des données personnelles, c'est un pas de plus vers un gros problème. C'est le principe de la grenouille dans le chaudron avec l'eau qui bouille. C'est jamais bien gros au début. Non, mais c'est juste ça. Oui, mais ça fait juste ça. Puis c'est juste ça. Mais c'est cumul de c'est juste ça à la fin que ça devient problématique. Par contre, ceux qui nous écoutent, qui se disent je veux aider, il y a une pandémie mondiale, je veux faire ma part, et qui téléchargent l'application. Toi, en tant qu'informaticien, t'es pas contre ça? Ou t'es contre ça? Non, je suis pas du tout contre ça. Je peux pas la recommander non plus à cause il y a des limitations technologiques, il n'y a pas le contexte aussi. Cette application ne nous donne pas le contexte de contact que tu as avec les personnes, justement, avec le fameux mur mitoyen entre deux personnes. C'était très bien décrit, ça. Mais, tu sais, il y a des limitations technologiques au niveau de le protocole qui est utilisé, Bluetooth Low Energy. Ça donne une précision, mais qui rend ton 2 mètres est un peu dans la zone de la marge d'erreur du protocole. T'sais. Fait que il y a surtout des limitations technologiques plus que diaboliques, je te dirais, ou des enjeux du complot mondial pédosataniste. C'est surtout ça le problème. Fait que, si quelqu'un veut l'utiliser, fair enough, mais ça ne doit pas être vu comme une manière de se protéger. Je comprends. Ça ne l'est pas. Puis ça, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, en juillet, quand il y avait des grosses tractations partout dans le niveau au Canada pour adopter une genre d'application de ce genre-là, il a très bien dit, il a dit, ça va être un bouclier protecteur pour les gens. Mais non, Steve, non. Il est en train de dire que Doug Ford est tata. Est-ce que t'avances ça? Est-ce que t'avances que le frère d'un crackhead est peut-être pas... c'est pas de sa faute si son frère est un crackhead. Un peu. Ça a peut-être joué, on le sait pas. Peut-être. T'as un frère crackhead? Non, j'ai pas de frère, point. Fait que ça règle le problème, là.
J'ai pas de frère crackhead, non. Mais écoute, moi, le gros problème que j'ai, c'est aussi le besoin que les politiciens ont de faire quelque chose, même si ça fait rien, pour prouver qu'on fait quelque chose, même si ça fait rien. Chez les artistes, on est pareil. C'est le fun de vous comparer à la Ligue de l'humanité. Non, c'est une joke. Tu peux rire. On est un peu comme ça aussi. Pour de vrai, c'est mieux que rien faire. Adib a une blague là-dessus. Ben là, ce qu'il dit, c'est débile, mais au moins, il dit que son cœur, c'est de la blague d'Adib. Peut-être, pour de vrai, je voudrais pas être d'insulé de François Legault et compagnie parce que, tu sais, il y a tous les États américains, ou presque, et tous les États du monde ont fait quelque chose. Regardé, oui, mais c'est ça, ils ont regardé ces applications de traçage-là. Il y en a beaucoup en ont pris en compte, ils l'ont utilisé. Ça serait mal vu de rien faire. Même si ça fait rien, ultimement. Ça fait pas grand-chose. Tu sais, tu veux combattre, si mettons, là, t'es conscientisé, là. T'es pas un conspirationniste, tu dis oui, ok, je comprends qu'il y a une pandémie, là, ça serait le fun de faire quelque chose pour. Si les bons vieux conseils sont encore les bons, garder une distance, se laver régulièrement les mains, porter un masque quand c'est possible, puis minimiser tes contacts. C'est plate, là, mais c'est une pandémie, là. Puis on suit les mêmes patterns qu'en 1918, la grippe espagnole. Il y a eu 3 vagues en 1918, la deuxième a été la plus meurtrière parce qu'après la première, le monde s'est lâché lousse. C'est exactement. Ben oui, mais tout le monde l'est. C'est normal aussi. On peut pas rester enfermé des années. Ça, c'est un autre problème. Fait que ça, c'est des applications de traçage de nous-mêmes. Là, c'est du point de vue de la politique, c'est vu comme un quick fix qui peut être bon. Moi, on fait quelque chose. Le gouvernement a fait quelque chose. Hein, pour ça, juste avant qu'on enregistre, tu sais. Je te disais, j'ai reçu une notification SMS, c'est même pas des jokes, du gouvernement fédéral et provincial me disant d'installer une application, malgré le fait qu'elle est déjà installée parce que j'atteste, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un gros push pour ça, puis ultimement, ça changera pas la donne. Il y a d'autres choses qui vont changer la donne. Tu sais, si on compare dans des pays où il y a eu du traçage très poussé, exemple, Singapour, Corée du Sud, etc. Des pays que la dictature est pas loin. Non, la Corée du Sud, non. Singapour, ça dépend si c'est pour le libre marché, t'aimes bien ça, ce pays-là. Si t'es communiste, peut-être qu'il faudrait que tu ailles plus vers la Chine. Mais Vietnam, c'est un exemple de pays où il a réussi, qui techniquement, c'est un pays communiste, mais tu sais, c'est plus ce que c'était, là, mettons. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays-là? Ben, ils ont des bonnes mesures additionnelles. C'est pas juste des bonnes applications. C'est que, puis ils ont un mindset aussi inspiré. Déjà, ils n'ont pas besoin d'instaurer le masque. Il est instauré. Ben, drôle de coïncidence, ça va bien dans ces pays-là, mais aussi, tu sais, les pays influencés par le bouddhisme et Confucius, souvent, ils mettent de l'avant le bien commun avant le bien individuel. T'sais, nous autres, on est au royaume de l'individualisme ici, fait que on a bien de la misère à changer nos habitudes. T'sais, les gyms ferment, fait que c'est la fin de la santé mentale, soudainement, là, tu sais. Merci de dire ça. T'sais, parce qu'avant l'invention des gyms, on n'avait pas de santé mentale. Oui, parce qu'en passant, tu peux pas faire de burpees dans ta rue. Non, chez vous, non. Tu peux pas faire de burpees. Puis des push-ups, ça marche pas. Non. En fait, le sol baisse. Tu peux pas comme. Parce que depuis que Kilo Fitness est fermé, mais c'est la fin. La police vient et dit tu peux pas squatter tout ça chez vous. Ils gunnent. En fait, j'ai lu ça sur geocities.com. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de mœurs, puis ça, c'est difficile. Puis on a plein la gueule depuis 6 mois au côté de changement de mœurs, puis c'est ça qui est le plus difficile, c'est pas une application magique qui va régler le problème. Un hacker, est-ce que tu penses qu'un hacker peut s'intégrer dans ton téléphone avec cette application-là? C'est possible. Présentement, il n'y a pas de ce qu'on appelle dans le milieu une preuve de concept disant que c'est possible d'exploiter cette application-là en exploitant une faille qui se retrouve dans un bug du code, par exemple, de l'application. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Oui, ça peut arriver. Ça arrive tout le temps. Je veux dire, les compromissions d'applications ou de sites ou autres sont faites en exploitant des bugs généralement, ou en exploitant des accès que quelqu'un donne à une personne qui ne devrait pas y donner, par exemple, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale ou l'art de hacker les humains, en fait, des convaincre qu'on est une personne qu'on n'est pas pour avoir accès à quelque chose. T'sais. Ça, c'est les low-hanging fruits, ça marche tout le temps. Est-ce que c'est possible? Puis oui, contrairement à ce que François Legault, grand expert en cybersécurité, disait, qui garantissait la sécurité de l'application, tu ne peux pas garantir la sécurité de l'application. Les hackers, vous sont bons. Vous êtes très, très bons. Tu sais, il n'y a personne en cybersécurité qui va, digne de ce nom, là, qui va t'arriver de dire oui, je te garantis que cette application-là est sécure à 100%. C'est un bullshit artist s'il dit ça. Je comprends. Tu peux pas garantir ça parce que il y a du monde, puis souvent quand il y a
y a un focus mis sur une application spécifique. Il y a des yeux qui se tournent vers cette application-là, puis il y a de plus en plus, souvent, il y a des gens à des dessins malicieux qui vont dire je vais la tester, l'application, voir si c'est secure que ça. Quand il y a un focus sur quelque chose, c'est là que ça attire les yeux de plus en plus. C'est là que ça devient dangereux. Puis là, il y a un focus en Simonac là-dessus. Fait que Éric Kerr, ministre de la Transformation numérique, a beau dire qu'il n'y a pas eu d'instance de compromission depuis la mise en œuvre de cette application-là en Ontario depuis quelques mois. C'est vrai. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Fait que tu ne peux pas garantir ça. Pour répondre à ta question, oui, c'est absolument possible que l'application soit compromise. Mais dans ces compromis, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça dépend de comment elle est compromise, ça dépend quel accès tu peux avoir. Il n'y a pas grand accès là-dessus. Il n'y a pas de données nominatives encore là qui sont récoltées par l'application. Le dommage est limité, est assez limité, je veux dire. Question très large. Pourquoi ça devrait Qu'est-ce que ça peut me faire quand des hackers ont accès à mes données personnelles? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ben, tu veux dire dans le cadre de l'application ou non, on change en général dans la vie? En général, dans la vie, on sort un peu de l'application. Pourquoi j'aurais peur que des hackers prennent mes informations personnelles? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, premièrement, il y a deux réponses à cette question-là. C'est que souvent, les gens s'imaginent qu'ils ne seront pas ciblés spécifiquement. Il faut comprendre qu'il y a bien des groupes criminels qui œuvrent dans le milieu du hacking, de la cyber-insécurité, si on veut. Eux autres, c'est comme quand tu vas à la pêche en grande mer. Tu vas jeter un grand filet, tu vas récolter tout ce que tu peux. Tu peux tomber dans ce filet-là, étant un usager lambda, un citoyen lambda bien ordinaire, sans être ciblé spécifiquement. Donc, c'est pas parce que tu es une personne ordinaire ou une coiffeuse de Rawdon ou peu importe que c'est pas. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver par rapport à ça. Maintenant, pourquoi tu devrais t'en soucier? Ben, écoute, le bottom line avec ça, c'est si tu crois que ta vie privée, qui est un droit fondamental, est importante. Tu sais, oui, OK, si je tombe sur ta liste d'applications sur ton téléphone cellulaire que pour une raison quelconque, je réussis à compromettre, tu sais, peut-être que tu t'en fous. Si je tombe sur ton historique de browsing, peut-être que tu t'en fous moins. Peut-être que toi, tu t'en fous. Mais peut-être que d'autres personnes, elles s'en foutent moins, tu sais. L'historique de browsing, d'habitude, c'est là, puis je le dis souvent en conférence, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit « Ouais, moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. » Ah ouais, j'ai rien à cacher. J'ai entendu souvent. Ah, il faut savoir, mode incognito, un hacker, ça fait pas... Ben, c'est pas une panacée, ça non plus, là, mais... Non, mais moi, ma porno, je la vois en mode incognito, m'en fous. Ouais, non. Tu peux capter de l'information. Il y a toujours moyen de bypasser le système. Il faut garder ça en tête. C'est vrai pour l'application alerte COVID, c'est vrai pour tout. Le fameux sujet de justement, j'ai rien à cacher, je l'ai entendu en conférence souvent. Mm-hmm. Mon premier réflexe, c'est de répondre à la personne OK, donne-moi ton téléphone maintenant, je vais regarder ton historique de browsing. Là, ou soudainement, il y a un jardin secret. C'est drôle, ça. Mais ça. Au-delà de tes goûts de porno dont je me sac, puis probablement que la majorité des criminels, des cybercriminels, se sacent de ça, à moins que ça soit pour un gain financier, parce que c'est souvent ça. Ouais, ils vont dire à ton épouse que t'as oui, à la fin. Mais oui. Mais au-delà de ça, ça va bien au-delà de juste l'historique de browsing de porn sur Pornhub. C'est vraiment... Ça touche tes données médicales. Tes données personnelles, bancaires ou autres. Ça, c'est très sensible. Puis quand ça fuite ces informations-là, ton score de crédit avec Equifax, exemple, pour donner un exemple qui est vraiment arrivé. Tout ça, c'est quand tu mets ces fuites de données-là ensemble que tu peux retracer le portrait de quelqu'un et c'est un outil clé en main pour le vol d'identité, la fraude personnelle, ce genre de trucs-là. En bout de ligne, c'est le vol d'identité. C'est très hot. Le vol d'identité, c'est je peux prendre ton identité puis me faire une carte de crédit à ton nom. Je peux prendre une hypothèque à ton nom. Je peux prendre une carte. Ça va loin, là. Là, c'est rendu qu'on connaît tous quelqu'un qui a voulu faire un prêt à la banque et la banque a dit en passant, tu nous dois 17 000 $. Tu dois déjà de l'argent. Pardon? Et c'est ça le vol. C'est pour ça que c'est dangereux. Ben oui, puis juste la prestation canadienne d'urgence, à quel point le nombre de fraudes ridicules qu'il y a eu là-dessus, puis la réponse du gouvernement, c'est on regardera ça plus tard. Puis en même temps, je peux pas les blâmer parce qu'ils agissaient dans les médias, puis bon, il n'y a pas les coups des franges pour ça, puis ça, c'est un autre problème au gouvernement. T'arrêtes pas de ton économie parce que... Malheureusement, c'est une position délicate. On arrête dans l'économie parce que... Je ne voudrais pas être dans leurs souliers. Ça se défend comme point, mais le problème, c'est que on est dans une ère des fuites de données, puis c'est tout ça que tu mets ça ensemble. Tous les petits bouts où je m'en fous, c'est juste mon compte Gmail. Je m'en fous, c'est juste mon historique de browsing. Je m'en fous, c'est juste ça. Mais tout ça mis ensemble, tu te trouves dans une situation où si quelqu'un veut vraiment s'en prendre à toi, ou si tu te retrouves dans une liste de victimes potentielles qui sont maintenant l'exploitation de ça, c'est grandement automatisé par les fraudeurs,
Ben, c'est quoi tes recours? Ben, t'es un peu dans la merde. Parce qu'honnêtement, ni la police, ni le gouvernement est habilité à protéger les gens contre le vol d'identité d'un volet cyber en 2020. Wow. Puis ça, c'est le bottom line, c'est qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour dealer avec les crimes informatiques. Les pirates sont trop forts. Ils sont trop à l'avance. Ils sont trop à l'avance. Puis ça, on n'a que nous à blâmer là-dessus. Puis c'est le nous nord-américain. Écoute, pendant, je vais donner un exemple. Là, on va comparer avec la Russie, on va dire, OK? Parce qu'on entend souvent parler des Russes, puis du hacking, des élections, puis blablabla, tu sais. Ça vient d'une raison spécifique. Il y a de la fumée, là. Écoute, oui, puis eux autres, ils ont embrassé vraiment, je peux utiliser le terme anglais, là, le principe de hacking étatique, tu sais, l'underground de hacker, que pendant Quand que tu parles de le hacker étatique, c'est l'État engage des hackers, puis on l'utilise. Protège et engage pour utiliser l'espionnage. Espionnage industriel, ingérence dans les processus électoraux, fraude financière, extorsion. Un peu comme une armée. On a une armée de terre, ils ont une armée informatique. Ben, regarde, les États-Unis ont un Cyber Command, au même titre qu'ils ont un Air Command, puis un Space Command, puis un autre. Nous, au Canada, est-ce qu'on a ça? Nous, on a le Centre canadien de cybersécurité depuis 3 ans. Qui est un genre de captation en mode réactif. Ils ont de plus en plus d'outils, mais ça prend du temps à construire ça. On est extrêmement en retard. Pendant que ça va vite, hein? Ben oui. T'sais, dans les années 90, là, en Russie, il y avait la perestroïka, il y avait l'ouverture à l'ouest. C'était à peu près au même moment où le web commençait en 93, à peu près, début des années 90. Puis bon, évidemment, la Russie n'était pas exactement un état de droit à ce moment-là, c'était très instable. Puis il y a eu un gros mouvement en Russie de hackers ils ont émergé. Puis l'État, ce que l'État russe a fait, il a dit, ces gens-là, on peut peut-être les utiliser. Pendant que nous, en Amérique du Nord, dans les années 80-90, il y a eu l'opération Sun Devil du FBI qui a décapité le milieu de hackers aux États-Unis puis un peu partout en Amérique du Nord. C'est curieux parce que c'est des gens extrêmement intelligents. Il y avait un artiste qui disait ça. Je trouve ça curieux qu'on arrête ceux qui font des graffitis parce que pour faire un graffiti, il faut avoir beaucoup de talent. C'est des artistes, oui. C'est la même chose pour le hacking. Il faut que tu sois très intelligent et que tu comprennes l'informatique à un niveau très poussé pour faire du hacking. Il y a des États qui l'ont compris, il y en a d'autres qui l'ont pas compris. Nous, on est allé à la méthode forte. Michel Tremblay a compris. Régent Tremblay a compris dans son scoop des années 2000. Oui, les jeunes loups. Oui, c'était les jeunes loups avec la fille qui tapait. OK. C'est ta job, ça, pour ça. Oui, je sais. T'as-tu des gants de musculation? Ah oui, les gants coupés, là? Oui, tu pas ça, tu peux pas hacker. Tu peux pas hacker si t'as pas les gants coupés. Je veux juste être sûr. Non, mais c'est sûr, je suis un professionnel quand même. Mais j'ai pas là, mais... T'as pas les cheveux roses. Non, j'ai plus de cheveux, en fait. C'est moi, j'ai réglé le problème à la source. Le monde, tu sais qu'il y a des gens qui ont juste arrêté en disant il y a pas les cheveux roses. Fait j'ai pas de crédibilité. Et t'as pas un choix nouveau. Fait que ça à quoi? Non, calvaire. Mais tu sais, c'est une vision de la société aussi, tu sais. Puis nous, on a pris cette vision coercitive-là, très on frappe avant puis on parle après. Tandis que les Russes, eux autres, ont dit non, nous autres, on va les exploiter. Fait que, conséquence, ils ont 20 ans d'avance sur nous. En 2003, quand les États-Unis débarquaient en Irak, puis qu'il y avait le début des téléphones intelligents à ce moment-là, ils sont rapidement rendus compte que leur téléphone était compromis sur le terrain. C'était la Chine. La Chine, en 2003... Oui, parce que la Chine et la Russie sont... Oui, mais de leur propre côté, c'est des alliés de circonstances. Ce que tu avances, c'est qu'en Chine, de leur propre côté aussi, il y avait de la... Écoute, en 2003, il y avait 6000 hackers sur le payroll chinois. 6000. Nous autres, on avait les deux doigts dans le nez, puis on se demandait c'était quoi le web, là, tu sais. Fait qu'imagine, ils sont combien maintenant? Fait qu'il y a des États qui ont pris avantage de ça, que c'est un gain stratégique au niveau géopolitique. Puis nous, on est encore... ici, présentement, on est comme « Oh, fuck, faudrait faire quelque chose. » Fait que, tu sais, on a un retard technologique énorme qui se traduit autant au niveau de la défense nationale que dans la compréhension que les gens ont de la technologie. Fait que ça donne pour faire boucler la boucle avec l'application Alerte COVID, ça donne des gens qui sont confus avec raison, avec un message discordant venant de l'État et du gouvernement, puis des médias qui sont pas aptes dans leur format actuel de transmettre la bonne information pour habiliter les gens à comprendre ce genre d'enjeu-là. On est en marde, essentiellement, c'est ça que je suis en train de dire. Mais ça, on le savait déjà. Changement de sujet drastique, est-ce qu'on devrait supprimer Facebook? Parce qu'avec le documentaire Social Dilemma, c'est une des thèses, mais plutôt une des conclusions, c'est il faut, si on est capable, de supprimer Facebook. Selon toi, est-ce qu'on devrait supprimer Facebook? Juste pour que les gens savent. T'as Facebook, c'est comme ça que je t'ai invité. Oui, moi, j'ai une présence sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mimes.
Oui, beaucoup de mimes. En Bon, fait, y a-tu d'autres utilités que les réseaux sociaux pour partager des mimes, honnêtement? Non, mais pour de vrai, tu sais, je mentionnais plutôt qu'une non-présence sur les réseaux sociaux, c'est une certaine mise à mort. C'est pas rien. Oui, tu peux. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de juste flusher tous ses comptes. C'est possible de s'en sortir. Ça vient avec des conséquences. Je peux difficilement recommander intégralement à tout le monde, tu sais, t'es bien capable d'avoir Facebook. Est-ce que tu dirais que c'est l'équivalent de dire à quelqu'un, tu renonces à l'essence? Bonne chance. Je pense que c'est comparable dans le sens où c'est un incontournable maintenant. C'est possible, tu peux te déplacer uniquement en vélo. Si tu habites au bon endroit, si tu as un certain type de job, si tu sais, on s'entend qu'un gars qui travaille en construction, là, il vaut un GM. Oui, il n'a pas le choix. Il peut pas traîner sur son dos 300 livres d'outils. Là. Non, ça se peut pas. T'sais? Fait que la société actuelle n'est pas conçue pour qu'on se débarrasse de tout ça. Au contraire, la haute finance, les grands capitales là, sont main dans la main avec les compagnies qui exploitent les données personnelles comme Facebook, comme Google et compagnie. C'est même l'or noir du 21e siècle. C'est extrêmement lucratif. T'sais. Et ça permet aussi une compréhension des acteurs de la société à un niveau granulaire ou à un niveau global aussi qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Fait attendez-vous pas que les gouvernements, tout d'un coup, qui sont assujettis à des pressions des lobbyistes, des grandes corporations, tout le monde dit non, c'est fini, ça, c'est la capture de données personnelles, là, c'est déjà la chemise puis un signe de Superman. Là. Ça n'arrivera pas. Ils en ont besoin, eux autres aussi. Quand les partis politiques font des sondages et ils vont sonder le personnel, ils vont reacher le monde parce qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux. Puis je dirais même, c'est mieux qu'appeler. Parce que c'est pas tout le monde qui répond. La plupart des gens ne répondent plus maintenant pour les sondages au téléphone. La plupart des gens de notre génération, là, c'est pas nécessairement vrai de tout le monde. Ben alors, pour avoir une idée de la population, si tu t'adresses pas aux 18-35 ans, ton sondage vaut rien. J'ose espérer qu'une vie après 35 ans, calvaire, je vais en avoir 40 cette année, là. Simonac, là. Mais, non, mais le pire, c'est que j'ai pas de solution, là-dessus. Ce qui est tant mieux, parce que souvent, j'en ai parlé à des amis, ce qu'on décriait du documentaire, c'est après 1h30, il y a des solutions, ça va bien, là. Après 1h30 de documentaire, tout ce qu'on a à faire, c'est pip-papa. Je sais pas. C'est pas si simple. Ouais. Si tout le monde le faisait d'un coup, oui, ça changerait radicalement la société, mais on a encore de la misère à porter un masque adéquatement après 6 mois de pandémie. T'sais. Je comprends, ouais. Fait que, tu sais, il faut contextualiser ça. C'est très difficile. Changer les mœurs, c'est une chose qui est excessivement difficile. Ça se fait de manière générationnelle d'habitude. Puis là, on radicalement, depuis 6 mois, on demande aux gens de upender leur vie, de changer bout pour bout dans des messages qui sont plus ou moins cohérents. Puis là, on faudrait faire la même chose avec Facebook, qui est, pour bien du monde, leur seule lifeline à leur famille dans un contexte de confinement. Oh, wow. Je peux pas penser à ça. Good luck with that. Chialons un peu sur Facebook. Ma première question, c'est ils exploitent nos données. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant tout, commençons par ça. Comment exploiter nos données? Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Quand on dit qu'est-ce qu'on entend par les données personnelles, ça peut être autant ton numéro d'assurance sociale que ton adresse civique, que le nom de jeune fille de ta mère, que les pages que tu as likées sur Facebook, que ton habitude de consommation sur Amazon, pas juste la liste des livres que tu consultes, que tu achètes, mais ton habitude en tant que unité de marketing, que lui, c'est un gars, un homme blanc, âgé de 18 à 65 ans. Qui apprécie le sport. Genre, boum, tu es dans ton petit carré-là. Ben, ce petit carré-là, c'est une donnée. Puis ça prend des données pour arriver à ce petit carré-là. Fait que c'est toutes ces données-là, toutes nos habitudes de consommation. Combien de temps on passe sur un site web? Combien de temps on passe dans nos courriers? À qui qu'on parle le plus souvent? À quelle page on interagit? C'est su, ça. Ben oui, c'est sûr, c'est su par ces compagnies-là. C'est le même qui font leur cash. Ces données-là sont revendues à des advertisers qui font de la publicité ciblée. Généralement, en règle générale, c'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais le gros des revenus de Google. Google, c'est pas un engin de recherche. Là. Non. C'est carrément pas. Ça n'a jamais été un engin de recherche. Là. C'est une firme de revente d'informations personnelles pour la publicité ciblée. Dès le début. Ben oui. Oui. Ça a pris combien de temps Jamais, presque toute son histoire, Google a permis le chiffrement des courriels. La technologie existe. Parce que là, quand tu envoies un email là, par Gmail, c'est en texte clair. C'est-à-dire que quand il transite, n'importe qui est entre les deux, le point A puis le point B, l'émetteur puis le récepteur, s'il intercepte ton courriel, il peut le lire au complet.
C'est pas chiffré. Quand c'est chiffré, quand on applique une formule mathématique dessus, ça devient illisible, sauf aux personnes qui ont la clé de déchiffrement, donc l'émetteur, le récepteur. Mais Google, on s'entend, ils ont des cerveaux. Là. Ils sont capables de le faire. Là. Surtout la technologie existe depuis à peu près 40 ans, mais même plus que ça. Là, ils sont bien en Deuxième Guerre mondiale. Ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lire l'email. Ils veulent le contenu. Ils veulent savoir à qui t'envoie de l'information, quel lien t'as envoyé. Check ça sur Amazon. Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut savoir que Snowden, quand il a envoyé ses documents à Andy Greenwald, c'est son prénom, bref, il n'a pas utilisé Gmail. Ouais. Non, vraiment pas. Il a utilisé Signal, une application de chiffrement par SMS. Non, en effet, parce que lui, il comprend comment le système fonctionne. Il a très bien compris. C'est ça qu'ils vendent. Ils vendent Facebook, Google, Instagram, papa. Ils te vendent un accès aux advertisers pour dire moi je suis un advertiser, OK? J'arrive, puis c'est fini l'ère des pubs génériques comme on avait dans les années 90-2000, là, Enlarge Your Penis et autres. Là, il y en a encore, là, mais je veux dire, ou c'est juste pas efficace. La télévision. L'idée que la télévision, les pubs à la télévision, je pense que c'est pour ça qu'il y a moins en moins de revenus à la télévision, parce qu'ils se disent, je peux bien plus le vendre sur Internet. Je sais à qui je m'adresse. Ben oui. Moi, je suis un advertiser, puis je veux vendre justement, je sais pas, une tondeuse. Je vais pas m'adresser à une femme célibataire qui habite à Rosemont qui a 19 ans. Bien sûr. C'est pas ton target market, c'est pas ton petit cube de marketing. Ton petit cube de marketing, c'est un gars qui s'appelle Gérald, qui habite à Rosemère, qui a 49 ans, qui fait 112 000 par année, puis qu'il y a une maison puis un terrain. Mais ça, c'est de l'information que tu peux obtenir dans différentes manières selon la plateforme et autres, selon tes habitudes et autres, que tu peux donner, qui se revend aux advertisers. Puis il est là, puis ça vaut de l'or, ça. C'est déjà que la publicité, en général, la publicité, ça marche. Puis c'est vrai, le phénomène de... Il me semble, je pensais à m'acheter une Buick, puis j'ai des pubs de Buick. C'est un vrai phénomène. Je parlais à une fille qui fait des médias sociaux, on parlait de Gougoune Nike, puis elle a fait check ça, puis elle a une Gougoune Nike. C'est un vrai, ça, c'est pas un mythe. Écoute, ou ça, pas, bref, ça, c'est intéressant parce que des anecdotes là-dessus, j'en ai plein. J'ai pas de preuves. OK? Ça, il faudrait que tu demandes à un ingénieur de Google ou autre qui te le dira jamais. C'est des réseaux fermés. Non, mais c'est pour de vrai. C'est des réseaux fermés. 186 000 $ par année américain pour qu'ils donnent tes informations de compagnie. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Je parlais de Lazy Boy l'autre jour. J'ai une pub de Lazy Boy. J'en parlais, je l'écrivais pas. J'en parlais. Est-ce que ça veut dire que Facebook, Instagram et compagnie écoutent ton microphone tout le temps? Non. Il y a des audits qui ont été faits sur ces applications-là de personnes de l'externe qui ont vu quelle information est transitée en rentrant, en sortant de l'application, qui ne sont pas des membres de ces entreprises-là. Donc, c'est des audits externes indépendants. Généralement, la conclusion de ces applications-là, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle un covert channel ou des canaux ouverts subrepticement, sans notre consentement, qui nous filment en permanence. C'est pas aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je l'avais en tête. C'est pas exactement le même. Mais oui, des instances de genre, je parlais d'une affaire, puis là, j'avoue, est-ce que c'est un biais de confirmation aussi? Les humains, généralement, ont tendance à voir ce qu'on veut bien voir. Tu viens de me décrire. je peux pas, j'ai pas de smoking gun à te donner là-dessus. C'est anecdotique, puis j'ai eu cette conversation-là avec certains de mes collègues, puis on a tous remarqué la même chose, puis on est tous au même niveau, au sens où on dit, on peut pas le prouver, on le sait pas. C'est des réseaux fermés, on sait pas comment ils fonctionnent. Puis ça, c'est un problème aussi. Parce que c'est des réseaux tellement gros qui ont un impact immense sur nos vies, mais qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le fond. Il y a juste ceux qui travaillent dans ces entreprises-là, dont le but premier de ces entreprises-là, c'est de maximiser leurs profits, qui ont un impact gigantesque sur la société. C'est pas la population, leur priorité, c'est pas la population, c'est les actionnaires. Merci. Je suis allé aussi sur Facebook. Facebook a un réel impact sur l'humanité, il y a un impact sur les élections, il y a un impact sur les gouvernements. OK. Comment on arrête ça? Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de génocide au Myanmar? Écoute, simplement pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années, en Birmanie, au Myanmar, c'est une province, un des deux, il y a eu un génocide musulman qui a été beaucoup poussé par Facebook. C'était de la propagande qui était faite sur Facebook. Et Facebook, vu qu'il ne parlait pas la langue, il avait installé Facebook dans le pays sans parler la langue. Et la propagande raciste, ce qui a amené au génocide, à l'assassinat d'une population. Fait que comment on peut arrêter ça? Écoute, honnêtement... Tuer les gens. Mais c'est tes questions calvaire. Ouais. Mais écoute, je suis sûr que tu demandais à Mark Zuckerberg. Mettons, là, tu dis, là, tu es dans une pièce avec Mark Zuckerberg, là, tu me dis la vérité, là, puis tu lui posais cette question-là, puis tu savais qu'elle allait te répondre la vérité, il te dirait « je le sais pas ».
Ah, c'est plus gros que lui. C'est tellement plus gros que lui. Écoute, Facebook, ça a commencé. Là, Zuckerberg voulait juste stalker ses collègues à l'université, là, ses collègues féminines à l'université. Okay? C'est un gars brillant. Il a construit un réseau génial. Là. Objectivement, c'est révolutionnaire ce qu'il a fait. Ça grossit. Les États se sont mis là-dedans. Les corporations se sont mis là-dedans. C'est vraiment l'équivalent de demander à Einstein comment on arrête la bombe atomique. Il fait, c'est pas à moi de poser la question. J'ai fait une formule, puis là, on a des armes nucléaires. L'atome était déjà là, on a juste su comment splitter l'atome. Dans ce cas-ci, c'est rendu trop gros. Écoute, moi, quand tu connais un peu l'histoire là, des États-Unis, tu regardes dans les années 20, les années 30, je pense dans les années 20, tu avais une entreprise qui s'appelait Standard Oil, qui avait un monopole sur l'énergie aux États-Unis. Le gouvernement a step in, il a dit ça n'a pas d'allure, c'est rendu trop gros, on va briser l'entreprise en plusieurs autres entreprises. Pour éviter une situation de monopole. Microsoft s'est quasiment tapé ça dans les années 90. La compagnie a été cassée en plusieurs autres compagnies. Ultimement, puis ça a donné plusieurs immenses entreprises d'énergie qui ont éventuellement fusionné ensemble pour revenir à la case de départ. T'sais. Oui, parce que tout le monde ne peut pas se partir une compagnie d'essence. Non. Ça ne marchera pas. On parle du libre marché. On peut s'essayer, mais on va avoir un petit coup. Voilà. T'sais, oui, la main visible du libre marché. Le libre marché, pars-toi là, ta compagnie d'essence. C'est ça. Va battre contre tes sauts. Ah oui, mais c'est ça. Oh, you're homeless, buy a home, retard. Ouais, ça, c'est pas si facile que ça. Est-ce que tu avances qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec Facebook? Non, parce que c'est rendu bien plus gros que Standard Oil. Standard Oil, c'était pas une méthode de communication, c'était pas une méthode de pousser de la publicité ciblée, c'était pas une méthode incontournable pour les États de communiquer avec leurs électeurs. C'est 1 million de fois plus gros que Facebook. C'est 1 million, la portée est 1 million de fois plus grande. Standard Oil, c'est une entreprise... Ça vend de l'essence. C'est une entreprise d'énergie, c'est de l'essence. C'était gros, c'était énorme, c'était un problème. Mais là, on est way above that. Là. Way above that. Puis honnêtement, là, tu regardes, mettons, quel État aurait la capacité de casser Facebook? Les États-Unis, qui en dépendent, autant au niveau de la politique que des revenus publicitaires des corporations, que... Je veux dire, le revenu de Facebook dépasse le produit intérieur brut de beaucoup de pays. Du G8, là. Des gros pays. Oui, entre autres, mais tu sais... Genre, tu vas entre l'économie de Facebook puis l'Italie, tu prends Facebook, là. Okay, moi, surtout l'Italie, là. Mais, ouais, c'est pas le G8, là, mais bref, des gros pays. Oui, puis il n'y a pas de rapport de force. Il n'y en a plus. Des compagnies comme Facebook, Google, Apple... ça a un niveau incommensurable de portée et de puissance. Regarde Jeff Bezos, là. Depuis qu'on enregistre, là, ce gars-là, il a accumulé quelques centaines de millions de dollars. C'est absurde. C'est parce que c'est tellement... Le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre des montants d'argent et une capacité de portée telle que ça a. Il ne peut pas le visualiser. Puis on peut pas mettre fin à ça. Mais c'est intéressant que tu dises ça. Ouais. On peut pas. Qui? Ce que tu avances, c'est personne n'a la puissance d'arrêter. Je comprends. Non seulement personne. Comme pourquoi personne arrête Godzilla? Mais il n'y a pas d'autres Godzilla pour l'arrêter. Mais c'est un peu. Oui, c'est gros, là, mais. Ben, Mothman, peut-être, là, mais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que non seulement personne n'a la capacité de le faire, personne n'a la volonté de le faire, et ça serait peut-être même dommageable de le faire pour la société. Raison? Ben, parce que justement, c'est un moyen de communication. C'est pas juste maléfique, Facebook. C'est ça l'affaire. Si c'était juste maléfique, là. Ça serait bien plus facile. Je prendrais une pitchfork puis une torche, puis Même les relations interpersonnelles. Combien de familles ont été... des familles ont commencé grâce à Facebook. Les deux personnes se sont rencontrées, ont fait des enfants, il y a une famille. C'est immense. On n'a jamais vu. Mais c'est ça, ça a une influence sur la société. C'est ça, exactement. Puis on n'a ni la volonté, ni les moyens de le stopper. Puis c'est probablement pas une bonne idée de le faire complètement. Je comprends. Puis la nature ayant horreur du vide... Si c'est pas Facebook, ça va être d'autres choses. Je t'entends. Fait que c'est pas juste Facebook le problème. Ultimement, pourquoi Facebook existe? Pour exploiter des données personnelles. Pourquoi qu'on exploite les données personnelles pour faire du cash? Parce qu'on est dans un système économique qui privilégie ça. T'sais? Fait que ma solution en joke, semi-joke que je fais quand on me pose la question, c'est ça, ça prend une révolution contre le capitalisme. Ça prend une révolution bolchevique. Une révolution bolchevique, oui, absolument. Mais ça, c'est toujours la solution de révolution bolchevique. Oui, c'est ça. Parce que ça a tellement bien vieilli, le communisme, qu'il n'y a pas eu d'exemple où ça a chié dans l'histoire. Fait que même là, il n'y a pas de solution. Je veux dire,
c'est un peu downer de dire ça, mais... C'est pas downer, c'est nuancé. Malheureusement, quand on écoute des documentaires ou des gens dans les médias, c'est « Ah, ça fait telle affaire, puis il n'y en a plus de problème. » Puis là, tu te dis « Mais pourquoi ils font pas? Mais voyons, pourquoi ils font pas? On est Oui, c'est plus complexe que... Oui, mais c'est ça, la réalité est beaucoup plus complexe que genre... Ah, la pandémie, c'est un complot des pédosatanistes ou on va régler la pandémie en installant une application. Est-ce que les Chinois nous espionnent avec TikTok? Parce qu'il faut mentionner que TikTok appartient aux Chinois. C'est dur à répondre à cette question-là parce qu'on n'a pas accès au code source de l'application. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut demander à un ingénieur de TikTok qui va pas te répondre. Puis on parle pas mandarin. Fait que même s'il répondait avec... C'est encore drôle. TikTok a des bureaux aux États-Unis depuis un certain temps. Oh. C'est une grosse compagnie quand même qui est derrière TikTok. Écoute, toute entreprise qui est exploitée en Chine, le gouvernement chinois a, de par les lois qui ont passé, un potentiel de mainmise dessus. Ils peuvent arriver à n'importe quelle entreprise et dire « Toi, tu me sors ces informations-là sur telle personne. » On l'a vu aux Jeux olympiques de Beijing. Il y avait une fois un gars, Charlie Rose, feu Charlie Rose. Ouais. Il disait ce qui est fascinant d'une dictature, c'est que le comité olympique a dit pour faire les Olympiques, ça prend un taux de CO2 X. Alors, le gouvernement chinois a fait telle usine, tu fermes, telle usine, tu fermes, telle usine, tu fermes, telle usine, tu fermes. C'est ça, la guillemets, la force d'une dictature, c'est que ça décide. C'est efficace. C'est efficace en tabarouette. Oui, absolument. Fait que tu me dis qu'il y a quelqu'un de chinois qui fait à TikTok puis qui fait moi, je veux tout savoir ce qui se passe. C'est pas impossible. C'est des réseaux en circuit fermé auxquels on n'a pas accès ou qu'un audit externe est soit difficile, soit pas possible. Et la possibilité d'exploitation existe de la part du gouvernement chinois. Est-ce qu'il le fait activement? Regarde, il y a un super bon hacker français qui s'appelle Baptiste Robert qui a fait un audit encore là de l'application en tant que telle, puis il voit rien d'anormal qui sort ou qui rentre de l'application. C'est pas différent de Facebook ou Instagram ou Telegram ou autre. Puis je crois qu'on se dit, ouais, mais les États-Unis sont de notre bord, qu'on n'a pas peur. Je crois qu'il y a... C'est une question. Ben là, tu vois, c'est là où la politique est jamais vraiment loin, là, en fait. Là, c'est une question d'intérêt. Nous, on est au Québec ici, comme au Canada, on est allié avec le consensus de Washington. Est-ce qu'on a probablement plus à gagner de se ranger du bord des États-Unis parce qu'on a une culture similaire, des intérêts similaires aux nôtres, que la Chine, que la Russie, qui ont leurs propres intérêts puis leur propre modus operandi. Ça, on oublie que c'est des ennemis potentiels. Bon, là si c'est des ennemis, là, ça devient politique, purement politique. Est-ce qu'on veut les déclarer comme ennemis? Est-ce que c'est intelligent de les déclarer comme ennemis? Est-ce qu'on a la force de les combattre si on veut les déclarer comme ennemis? Je veux dire, même Trump va pas jusque-là. Je veux dire, c'est très hostile envers la... le gars le moins nuancé de la planète. Il le fait même pas. Je veux dire, il est assez wise quand même pour ça, du moins pour ça. Encore là, c'est des États qui ont compris cette game d'espionnage-là, beaucoup plus que la naïveté canadienne là-dessus, à bien des égards. On a des services de renseignement au Canada aussi. C'est pas aussi gros. On n'a pas des... Officiellement, on n'a pas de capacité offensive au niveau des services de renseignement. On n'a pas de CIA canadienne. On a des services de renseignement qui font de la récolte d'informations. On a le Centre de la sécurité des télécommunications au Canada qui, lui, son rôle est d'intercepter des communications étrangères et s'ils sont chiffrés, des casser. Pour savoir, pour les lire. Essentiellement, ils font de la captation. Des espions? Oui, c'est des espions électroniques, on appelle du Signals Intelligence. Là, dans le fond, c'est la captation des renseignements sur les signaux. Le vrai James Bond, il est dans un bureau avec 6 écrans et il regarde des affaires. Là. 99% des analystes à la National Security Agency aux États-Unis, c'est du monde derrière un ordinateur. C'est du monde qui crunch des données, qui font une analyse sur les résultats. Des James Bond qui font exploser les ambassades, tout ça, c'est des très piètres espions. OK? C'est très rare. C'est vrai que c'est pas super, hein? Faire sauter des ambassades. Le meilleur espion, c'est quelqu'un que tu vois pas parce qu'il est bland, il est ce qu'on appelle un gray man, là, dans le fond, qui se fond dans la foule. C'est pas le plus bel homme de sa génération. C'est pas le plus laid non plus. C'est ça, mais c'est pas Pierce Brosnan. Je pense que c'est un espion Pierce Brosnan. Ouais, check le gars de 6 pieds 4, est-ce qu'il est fucking chaud, man? Qui gagne tout le temps aux cartes! Oui, en plus, oui, tu sais, visiblement, il y a un gun ici. Ah, puis il est pas assez chaud. Il y a la fille, il y a Halle Berry à ses côtés. Oui, c'est ça. Marche, je pense. Oui, tout le monde le spot dans un rayon de 500 km, tu sais. C'est pas de même. Ouais, on va faire. Oui, je comprends. L'espionnage s'opérationnalise pas comme ça. Ici, l'espionnage en Russie, c'est un autre game. Les services de renseignement militaires russes, eux autres, on peut parler de l'affaire Skripal, que le gars qui a été empoisonné en pleine rue à Londres par les services de renseignement russes, eux autres sont pas subtils.
Eux autres, c'est du genre, on fait tout exploser, puis après ça, on pose des questions. Oui, on voit souvent ça en Ukraine. Un homme qui a été empoisonné au visage avant une élection pour qu'il soit laid. Oui, c'est... Poutine qui tue des adversaires politiques. Ah oui, écoute, c'est documenté. Mais ça, c'est un mot, c'est typique russe. Ils ont leur méthode de fonctionnement. Si on désirait vraiment exporter la démocratie telle qu'on l'a en Russie, ça fonctionnerait pas. C'est pas comme ça leur civilisation. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste différent. C'est une civilisation différente, la Russie. Au même titre que la Chine, c'est une civilisation différente. Au même titre que nous, on est une civilisation différente d'eux. Fait que, tu sais, on pourra pas les juger à la même échelle que nous. C'est pas pareil. Ils ont des intérêts différents de nous. Fait que, malheureusement, pour ceux qui aimeraient abolir les frontières et vivre dans un monde de calinours avec des lunettes roses, ça n'arrivera pas, genre affaire-là, parce que on est opposé à des gens qui ont des intérêts radicalement différents des nôtres. Que la race humaine, mais il y a plusieurs civilisations. Oui, c'est une vérité de la palisse qu'on vient de dire là, mais il faut le rappeler, tu sais, qu'il y a des gens qui n'ont pas nos intérêts à cœur. Est-ce que ça justifie des exactions et autres? Ça, c'est un autre histoire. C'est un autre débat. Je sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène-là. Il semblerait... Il y a des gens qui s'envoient des photos d'eux nus. Non! Il semblerait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est dangereux faire ça? En quoi c'est dangereux envoyer une photo de moi tout nu à quelqu'un qui est consentant? On y va avec le consentant. Je comprends. Mettons, si j'envoie une photo, ma blonde, je me sens beau, là. Je suis au gym, j'envoie une photo tout nu. C'est dangereux. Qui va voir ça, mis à part elle? Ou elle, si elle est dans un meeting puis elle met ça sur un écran, mais c'est dangereux faire ça. Il y a certains... Encore là, je ne vais pas mettre tous les réseaux, puis les plateformes, puis les méthodes de communication dans le même panier. Selon le réseau, selon la plateforme, selon la méthode de communication, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient des accès administratifs dans ces entreprises-là qui pourraient avoir accès aux messages. Tu sais, donner un exemple, Snapchat, ton message ne disparaît pas vraiment après X nombre de secondes. Okay? Il est stocké sur des serveurs là-bas. Est-ce que tout le monde y a accès? Non. Est-ce que c'est systématique l'accès? Non. Est-ce qu'il y a une copie qui est gardée pour des fins légales? Oui. Ces entreprises-là, ben oui. Mon anus, c'est super important. Ben écoute, est-ce que c'est... Dans quel procès ils ont besoin de mon pénis? Ben, j'espère pour toi que ça arrivera pas, là. mais pour répondre à ta question, le danger en tant que tel n'est pas tant là, mais plus au niveau de phénomènes sociaux comme le revenge porn, tu sais, par exemple. Où là, quelqu'un va prendre des photos de généralement une femme nue, whatever, puis que pour une raison X, il est frustré contre la fille, puis il la poste en ligne publiquement. Fait que c'est plus des humains qu'il faut se méfier plutôt que les technologies. Ah, c'est toujours des humains qu'il faut se méfier plus la technologie. C'est le low-hanging fruit, le chaînon le plus faible, la chaîne de sécurité, c'est l'être humain. Ça l'a toujours été. C'est facilement exploitable, beaucoup plus que investir de la recherche et de développement pour exploiter une faille qui vient d'un bug dans une plateforme spécifique qui va affecter juste X nombre de personnes, quand tu peux juste faire passer pour un vice-président, appeler une adjointe administrative d'une entreprise que tu as trouvée sur LinkedIn, puis dire que tu as besoin des accès right fucking now parce que sinon she's gonna get fucking fired. Wow. Ça, c'est du social engineering, ça fonctionne super bien. Fait que pourquoi réinventer la roue, compliquer la vie, quand tu peux juste exploiter le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité qui est l'être humain? Génial. Fait que le problème, c'est toujours les humains, comme Staline disait. Ouais. Je viens de m'incorporer comme comparé à Staline. C'est vraiment cool. Oui, c'est bien. On cite beaucoup. Okay. On cite beaucoup Staline. La dernière fois qu'on l'a cité, c'était une mort. 100 millions de morts, c'est une statistique, puis une mort, c'est une tragédie. Exactement. Là, j'en ajoute une. Ma meilleure citation de Staline, c'est l'important dans une élection, c'est pas qui vote, c'est qui compte les votes. Absolument, puis je suis vraiment content qu'on parle de ça 10 minutes après l'avoir demandé la chute du capitalisme. C'est vraiment cool. Ouais. Tu vois, t'as un petit chapeau. Mais écoute, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, le revenge porn, dans le fond, c'est une immense problématique qui est pas technique en soi. Le problème n'est pas technique en tant que tel. Tu sais, le problème, c'est de faire confiance aux personnes. Puis, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire cet acte-là? Tu sais, qu'est-ce qui pousse les incels à la violence envers les femmes? Tu sais, il faut pas regarder. Le problème n'est pas les plateformes. C'est un problème sociologique. C'est quoi la racine de ce problème-là? Puis, tu sais, est-ce que c'est un cas de santé mentale? Pourtant, c'est bizarre, on investit tellement en santé mentale dans la société, tu sais. Mais, tu sais, il est ailleurs. Puis encore là, tu sais, la solution n'est pas technologique. C'est peut-être un facilitateur. C'est plus facile qu'en 91 où il fallait imprimer les photos de ton ex chez Jean Coutu. Puis après ça, les distribuer à tout le monde dans le quartier. Dans la communauté gay, on m'a expliqué que les Polaroids, c'est pour ça que les Polaroids étaient aussi populaires. C'est une manière d'envoyer des photos.
Tu te prends en photo, Dans le temps, là. Ouais, parce Ok, que le Polaroid, oui. c'était rapide. Oui. Oui, c'est intéressant. Mais oui, fait que oui, c'était plus compliqué, par contre. C'est plus excitant. Mais le revenge porn, il n'y avait pas de nom à l'époque, mais ça devait exister quand même. Tu sais. C'est un facilitateur. Fait que, tu sais, le problème n'est pas technologique, il est humain. Restons dans le sexe. Quand j'avais au début de ma vingtaine, c'est pas vrai, au début de mon adolescence, au début des années 2000, toute ma pornographie, je la téléchargeais sur LimeWire et sur Casa. Et la joke, c'était quand tu avais plein de pornographie, tu avais plein de virus. C'était un vrai C'est un phénomène. hotspot, ouais. Maintenant, quand on va sur Pornhub, quand on va sur tous les sites de MindGeek, qui est à Montréal, soulignons-le, c'est dangereux pour mon ordinateur. Écoute, Pornhub, son modèle d'affaires, c'est. Ben, ils ont des comptes premium, là, on s'entend. On a tout un ami qui a un compte premium, puis on se passe le mot de passe, puis on se fait croire que c'est meilleur, mais pas vraiment. Écoute, c'est pas leur avantage d'injecter du malware dans leur pub ou sur leur site. Ça l'est pas. D'un avantage stratégique de business, ça l'est pas, fait qu'ils le font pas. Parce que ça serait stupide de le faire. Ils n'ont pas besoin de le faire. Faut qu'on se sente en sécurité sur leur plateforme. Oui, exactement. Tu sais, malgré le fait que la problématique avec Pornhub n'est pas là, il y a de l'exploitation. Il y a des crimes sexuels présents sur Pornhub. Oui. C'est un facilitateur de crimes sexuels, Pornhub. Tu sais. Je vais peut-être me faire poursuivre. Non, j'en doute, mais c'est quelque chose qui est discuté. Mais il y a des enjeux très graves liés à ça. Puis mais pour mettons, la joke, on dit souvent la joke, elle n'a pas l'air d'aimer ça. Dans les clips, c'est pas juste qu'elle n'a pas l'air d'aimer ça, des fois, c'est un crime que ton. Puis Pornhub est au courant. Fait que, tu sais, l'enjeu de Pornhub, c'est pas y a-tu du malware dans leur poussage de pub ou non. Il y en a pas. J'en ai pas vu. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi du malware, là, poussé dans les publicités. Est-ce que la publicité ciblée, c'est pas un malware en tant que tel? Il y a une forme d'intrusion parce que ça utilise des données qui ont récoltées ailleurs par les tierces parties. Bon, c'est pas un virus au sens traditionnel que si tu cliques là-dessus, ça va effacer quelque chose sur ton ordi. Ça, c'est rendu assez rare maintenant. De toute façon, intrinsèquement, les ordinateurs, les furteurs, Internet, ils ont toutes des méthodes de contrôle pour des exécutables ostentatoires. Là. C'est plus vraiment la méthode de récolter de l'information. Fait que non, règle générale, je te dirais que tu es assez en sécurité pour browser toute la midget porn, de horse porn, de shit, de marde que tu peux trouver sur Pornhub et autres. Par contre, ce que tu me dis, c'est que ce qui était peurant sur Pornhub, c'est pas que tu vas avoir un virus, c'est que tu peux te voir. Hey! Tu peux te voir tout nu, toi-même. Tu peux voir une vidéo de toi que tu pensais que tu envoyais juste à une personne, puis whoops! Elle s'est vengée. Puis bonne chance pour avoir des recours par rapport à ça, tu sais. Ah ouais? Ben, écoute, il y en a des vidéos qui sont taken down, mais les histoires que j'ai entendues là-dessus, je suis pas un expert du milieu de la pornographie, puis je vais pas faire le procès de MindGeek non plus, là, mais c'est pas, il n'y a pas d'histoire glorieuse par rapport à ça. Le revenge porn, c'est un enjeu sur Internet. C'est pas juste Pornhub, là, je veux dire, il y a des forums comme 8chan ou 4chan ou autres qui sont des facilitateurs de revenge porn à cause du très grand nombre d'usagers qu'ils ont. Puis c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand sur Internet, c'est qu'une fois que tu mets quelque chose en ligne, il va rester en ligne. T'sais. Puis plus tu essaies de l'enlever, plus il risque de se propager. Beyoncé avait dit ça une fois. Il y avait des photos d'elle où elle avait l'air un peu folle pendant son spectacle du Super Bowl. Elle a dit enlever ça. En fait, oh ouais, tu veux qu'on l'enlève? C'est devenu là 10 000 fois plus. Et voilà. Pourquoi on appelle ça d'ailleurs l'effet Streisand? C'est que dans les années 90, Barbara Streisand, elle habitait dans une très très grosse maison. Puis il y a quelqu'un qui a pris une photo aérienne de sa maison. C'était son mariage. C'était oui, mais il y avait sa maison aussi. En tout cas, un élément de sa vie privée, okay? Sa maison, son mariage. Puis elle a dit, là, enlevez-moi ça d'Internet, puis ça presse. Tu sais, je veux pas. Fait que la réaction de la culture Internet, ça a été, ah ouais, mon esti. Fait que, ah ouais, quand même, spread it. Tu sais, spread it. Tu sais, vraiment. Puis tout le monde s'est mis à partager la maison de Mademoiselle Streisand. C'est ça, exactement. Fait que c'est l'effet Streisand. C'est que quand tu essaies de retirer quelque chose d'Internet, c'est comme essayer de retirer de l'urine d'une piscine. Good luck, ça va juste s'éparpiller. J'adore ça. Tu mentionnais tantôt Edward Snowden. Qu'est-ce qui a révélé Edward Snowden? Ed Snowden, en fait, c'est qu'il a révélé un... Puis j'aime ça que tu t'adresses à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est qui ce Oui, gars-là. bien sûr. Tu sais, bon,
à la base, Ed Snowden, c'est un consultant pour Booz Allen Hamilton, qui est une entreprise qui faisait de la consultation elle-même pour les services de renseignement américains. Dans le cadre de sa job, en fait, Ed Snowden, qui est un informaticien, a découvert que la National Security Agency opérait un système de collecte de surveillance de masse globale, en fait, et que ce système-là... global, c'est sur la planète. Oui, pas juste aux États-Unis, qui faisait de la collecte aux États-Unis. Donc, la National Security Agency faisait la collecte illicite aux États-Unis, contrairement à ce que James Clapper, l'ancien directeur de la National Security Agency, a dit au Congrès. Donc, c'est parjuré devant le Congrès. Et que c'est contre son mandat, la NSA, de faire de la collecte aux États-Unis. C'est illégal, en fait. Donc, il a découvert un système qui faisait de la surveillance globale autant aux États-Unis qu'ailleurs, et que ce système-là avait des pipes directs envers les grands fournisseurs Google, Amazon, Dropbox à l'époque et autres. Donc, ils feedaient et allaient chercher de l'information directement par des portes dérobées dans leur système. Certains de ces entreprises-là étaient consentantes, d'autres n'étaient pas au courant que ça arrivait. Donc, ça a été le scandale de 2013. Il a dû partir à Hong Kong et par la suite en Russie. Il est encore en Russie. Il est toujours en Russie présentement. Il n'a toujours pas été gracié par les présidents américains. Non, et il est rapidement devenu une patate chaude pour le gouvernement de Vladimir Poutine aussi. Ça a été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils l'ont pas accueilli à bras ouverts. Au contraire, il était surveillé de très près par les services de renseignement russes, à Snowden. Là, ils tiennent à portée de main. C'est toujours une épine dans le pied de tous les gouvernements qu'il y a eu depuis Obama et Trump et autres. C'est un loose cannon. C'est un gars que... Ed Snowden c'est un espion, à la base, OK? C'est un informaticien, mais c'est un espion, puis qui a cassé son vœu de secrecy, de garder le secret là-dessus. Fait que je comprends qu'il y a du monde qui l'haïsse, mais en même temps, les agences de renseignement aux États-Unis ont menti à la population en disant qu'il n'y avait pas de collecte qui était fait aux États-Unis. C'est archi faux. Eux autres, ils n'ont pas de problème à collecter de l'information du monde entier, mais quand ça rentre dans leur cours, par exemple, ça devient problématique. Donc, c'est un peu le cas Snowden. Allons-y. La question qu'on t'a posée 10 000 fois. OK, mais qu'est-ce que ça peut me foutre, moi, que le gouvernement lise mes mails? Ben, c'est le même principe que l'application que tu m'as posée tantôt sur les données personnelles, admettons le cas de l'application Alert COVID, ou peut-être pas celle-là, mais d'autres applications du même genre. Est-ce que pour toi, les droits fondamentaux, c'est important? C'est ça le bottom line, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est être en sécurité. Alors, si il y a quelqu'un qui veut faire... Je veux pas l'avocat du diable, je fais des arguments qui sont tout à fait adéquats, puis tu peux les détruire. Puis qui se défendent aussi, tu sais. Moi, j'ai peur. On le voit en ce moment, il y a des milices armées. Hier, il y a une milice armée qui a voulu kidnapper un gouverneur. Moi, je veux qu'on les intercepte. Quitte à qu'on lise mes emails. Moi, mes emails, j'ai rien à cacher. J'envoie, hey chérie, il faut lâcher du lait. Oui, je m'en fous qu'on lise ça. Fait que qu'est-ce que... Écoute, ça il n'y a pas de réponse facile à ça, évidemment. C'est la balance entre la vie privée et la sécurité. Puis c'est une fine balance qui est dure à balancer. Les services de renseignement ont une raison d'exister. Leurs actions doivent être réglementées et encadrées. Est-ce que c'est fait présentement moyennement? Là, on va parler du cas canadien, OK, parce que vu qu'on est ici. Jusqu'au 11 septembre 2001, là, l'agence canadienne... Je sais pas pourquoi tu penses que la sortie de Blueprint de Jay-Z est un marqueur de temps. C'est un bon album. Renegade avec Eminem, super chanson. Mais je sais pas pourquoi les gouvernements américains ont agi ce jour-là. Mettons les attentats. 11 septembre, OK? Ouais. Excuse-moi. Ouais. Meilleur album de Jay-Z. Le Canadian Security Establishment, dans le fond, le CSI, qui est l'agence qui est l'équivalent de la NSA canadienne. Moins fort, mettons. Sont forts. Ah, pardonne-moi. Ils ont moins de grande portée, mais il y a du bon monde là-dedans. Il y a du monde brillant. Tu sais. Officiellement, il n'existait pas avant le 11 septembre 2001, mais il existait il y a bien des années avant. Tu sais. Fait que imagine c'est quoi l'oversight qu'on a sur ces agences-là. Pas énorme, quand on sait même pas, quand des députés savent même pas que ça existe. Là, je te parle de 2001, là, ça fait même pas 20 ans, là,
Ben, ça peut paraître vieux, là. En tout cas, moi, ça me vieillit d'une shot, là, mais c'est pas si lointain que ça. Là. Et moi, je reçois des fois des jeunes humoristes, ils savent pas, en septembre, ils étaient pas conscients. Écoute, je vais te donner un exemple. Non, mais regarde. Comme si j'avais 6 ans. Oui, mais c'est ça. Je peux pas y blâmer en même temps, mais c'est tellement pour des gens qui ont de mon âge, que je vais avoir 40 ans dans un mois à peu près, tu sais, c'est l'événement marquant de notre génération. Bien sûr, c'est vraiment ça. C'est l'assassinat de John F. Kennedy. Oui, carrément, mais avec des conséquences qui ont été globales, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu te remets dans cette situation-là, il y a une raison d'être, les services de renseignement ont leur raison d'être, ils doivent être efficaces pour faire leur job correctement, puis il doit y avoir de l'oversight pour que ça fonctionne. Moi, je suis pas foncièrement opposé aux services de renseignement, surtout que j'ai affaire avec eux dans ma job. Snowden a dit à John Oliver, tes espions, tu veux tenir la laisse très serrée. Oui, puis écoute, honnêtement, c'est exactement ça, puis c'est ça qui est difficile. Quand tu sais pas qu'il existe, c'est encore plus difficile. Tu sais, donner un exemple, le Service canadien de renseignement de sécurité, qui est l'équivalent, si on veut, de la CIA, mais au Canada, grossièrement, là, eux autres sont pas assujettis au code criminel. Ils ont leur propre loi. Ils ont la loi sur le SCRS. Fait que puis la loi sur la CRS, c'est contrairement, mettons, aux policiers, qu'eux autres, mettons, s'ils récoltent des preuves, ils doivent le faire en bonne et due forme. Il y a une chaîne de possession, il y a la manipulation de la preuve, parce qu'ils savent que ça va aller, mettons, dans un procès ou quoi que ce soit. Tu peux pas arriver, pas botcher ton opération parce que ça donne des abandons de poursuite parce que les policiers, mettons, ils ont mal fait leur job. Le SCRS, c'est pas assujetti à ça. Le SRS, lui, ils ont une suspicion, ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent. Wow. Mais en même temps, c'est ça que les agences de renseignement ont besoin pour agir. Je comprends. Il y a pas de... Encore là, ça peut pas être tranché comme ça. Oui, parce qu'après le 11 septembre, le modus operandi, ça ne peut plus arriver. Oui, en même temps, là, je vais faire l'avocat du diable, je vais dire, avant le 11 septembre, il n'y avait pas plus d'oversight, puis il y a eu un énorme problème avec les communications entre les services de renseignement, qui est une des raisons que ça a amené au 11 septembre. Fait que c'était peut-être pas mieux avant non plus. Puis les conséquences de ça, c'est des lois liberticides qui sont jamais parties. Qu'on est encore en train de renouveler des lois sur l'urgence temporaire, les systèmes d'urgence temporaire depuis 20 ans. Il faut te retirer des chaussures à l'aéroport parce qu'il y a un ticoun qui a essayé de les faire exploser une fois. Puis qu'on s'entend que maintenant que c'est plus le vecteur d'attaque avant les... Mais te retires des chaussures, puis t'es mieux d'avoir peur quand tu vas au Club Med. C'est très épeurant. Ben oui, pour les TSS, mais... J'ai lu, tu me dis si je me trompe, ou tu dis des fois, il faut que tu dormes la nuit plutôt que de lire des affaires puis les transformer dans ta tête, que des employés de la NSC, vu qu'ils avaient accès aux courriels et aux données de tout le monde, ben il y avait bien des gens qui disaient hey, moi, je vais aller voir les courriels de mon ex, je vais aller voir les courriels de ma blonde, je vais aller voir les courriels du nouveau chum de ma blonde, puis c'était un phénomène. Est-ce que tu as lu la même chose? Ou? Oui, ben c'est le genre de choses qui peut arriver sur différentes plateformes parce que donner un exemple, il y a 1 mois, 2 mois, de tout ça, à peu près 2 mois, il y a eu une grosse vague de compromission de comptes Twitter. Les gros noms, là, Barack Obama, le compte de la NFL ou autre. Là, mon ami journaliste, il a perdu mon ami journaliste de la presse, comme le François, a perdu son compte quelques heures. Ben, c'était cool, ça, pour un game du Canadien. Il était super content. Tu sais, cette vague-là, c'est ça, quand on étudie de nouveau technique, comment ça s'est arrivé, on sait que ça a été des compromissions de certains comptes administrateurs. Des gens, mettons, qui travaillent pour Twitter, qui ont des accès très, très larges, qui ont accès à des comptes individuels. Oui, parce que la joke, c'est un meme sur Facebook, c'est un meme sur Twitter. Il doit y avoir une personne sur Twitter qui enlève le compte de Donald Trump. C'est possible techniquement qu'un employé fasse. T'en as plus de compte. Oui. Mais écoute, t'as un besoin d'avoir accès aussi pour la modération de contenu. La modération de contenu, pour parler de Facebook, par exemple, aussi, c'est une immense industrie. C'est des centaines de milliers de personnes partout dans le monde qui font juste regarder des dick pics à longueur de journée. Puis du monde qui se font décapiter, des affaires. Mais pour de vrai, c'est trash, puis c'est horrible. Alexis Trudel qui avec ses graphiques, qui dit... Oh ouais, c'est très, très occupé, hein? Oui. Il y a bien du stock autour de sa tête, genre. Moins en dedans, par exemple. On le salue. On le salue. Oui. Non, mais... il peut pas nous répondre. Hey, le pire, c'est que c'est pas un con, ce gars-là. Fais une parenthèse vite, là. C'est pas un con. Il est en train de faire son 2e doctorat en sémiologie ou je sais pas trop quoi. Tu sais, il y a une tête, ses épaules. Il l'utilise peut-être pas à bon escient. Voilà. Mais oui, il y a des gens qui ont accès à tes dick pics que t'envoies à ta blonde ou à ta maîtresse ou autre. Si tu nous écoutes, mais de rien. De rien. Je sais. De rien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes pour contrôler ces abus-là.
Ça veut pas dire non plus que ces mécanismes-là sont pris en compte puis qu'ils sont pareils d'une plateforme à l'autre, d'une compagnie à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Parce que quand tu le répètes, c'est pas... C'est des réseaux fermés. Non seulement ça, et c'est des entreprises privées. Il n'y a pas quelque chose qui chapeaute tout ça. C'est ça, il n'y a pas d'oversight gouvernemental. Puis il n'y aura jamais. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose qu'il n'aurait nécessairement. Sur le principe, tu veux-tu que le gouvernement s'immisce dans les fonctionnements de l'entreprise privée? Que Trump décide qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Je ne sais pas. C'est ça. Puis on peut en parler longtemps de c'est une bonne idée de censurer des comptes comme celui d'Alexis Cossette-Trudel et autres. Ça va pas justement les justifier, leur donner raison, dans le fond, qu'ils sont censurés par les... Oui. Absolument. Puis ça vient avec des conséquences. Mais assume que ce que tu partages sur des réseaux privés gérés par des entreprises privées dont le but profit de maximiser leur cash pour leurs actionnaires, que ça t'appartient plus, que c'est pas toi qui es en contrôle de ton information. Ça, c'est le bottom line, il est là. Si t'envoies quelque chose sur Facebook, ça veut pas dire que quelqu'un va systématiquement checker ce que t'écris à ta blonde. C'est pas ça, là. C'est que cette information-là existe sur des réseaux qu'on contrôle pas. Wow. J'en reviens. Ah oui, Cambridge Analytica, c'est quoi ça? Cambridge Analytica, c'était une entreprise qui exploitait des données privées à des fins politiques. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Netflix qui n'est pas super bon, honnêtement. Il y a bien du monde qui en a parlé, là, c'est The Great Hack. C'est très difficile, les documentaires sur l'informatique. C'est meilleur des true crime où j'ai tué ma femme et on en parle pendant 1h30. Ça, c'est réussi. Mais. En fait, c'est parce que dans le cas le documentaire de Great Hack sur Cambridge Analytica, c'est surtout un lavage de linge sale en public entre l'ancienne directrice et l'ancien PDG de Cambridge Analytica. C'est plus ou moins intéressant. L'histoire de Cambridge Analytica elle-même est quand même intéressante. C'est une entreprise qui exploite des données privées. Dans le fond, ils ont fait affaire avec un tierce parti qui, lui, a pris des informations qui existaient sur Facebook. Il les a pris, il les a amenés à eux. On dit, vous voulez faire du ciblage politique pendant les élections britanniques, puis sur le Brexit et autres, voici comment cibler des gens spécifiquement. C'est évidemment, c'est un abus de confiance, un abus des données personnelles là-dessus. Donc, puis c'était pas une grosse entreprise, là, Cambridge Analytica. C'était un petit local. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Là. C'est pas juste des méga corporations qui exploitent les données. Là. Les méga corporations vont gérer le pool de données que nous-mêmes on génère en likant des pages, en parlant du monde, en visitant un site ou une page Facebook pendant un certain nombre de temps, mais ces données-là sont revendues à souvent des petites entreprises, puis quand tu as du monde qui sont habiles techniquement, peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Est-ce qu'on pourrait avancer que autant il y a des amis qui se disent « je suis bon en mathématiques, faisons de l'argent avec la bourse, faisons de la spéculation boursière, devenons riches », il y a des gens qui ont la même réflexion « je suis bon en mathématiques, faisons de l'argent avec les données sur Internet ». Ben oui, puis comme je disais, c'est l'art noir du 21e siècle, mais c'est vrai aussi, je veux dire, ça prend pas une équipe de 4000 personnes pour, justement, dans ce cas-ci, influencer des élections. On l'a vu, tu sais. Absurde! Le Brexit, on a vu qu'il y a une influence sur le Brexit, ça change toute l'Europe. C'est un impact sur des centaines de millions de gens. Écoute, j'ai pas les chiffres par cœur, là, mais je me souviens, là, il y a une espèce de front du Kremlin là, qui existe en Russie qui s'appelle l'Internet Research Agency, l'IRA. Eux autres, l'IRA, c'est autre chose absolument. Ouais, pas l'IRA, mais l'IRA. Eux autres, c'était de l'influence politique qu'ils faisaient, puis ils œuvraient principalement sur les grandes plateformes comme Facebook. En 2016, pour influencer les résultats de l'élection, puis le processus électoral américain, ils ont dépensé, je pense, quelque chose comme 600$ en pub ciblée. Wow! C'est rien! C'est rien! Non, j'ai des humoristes qui mettent beaucoup plus d'argent dans des shows, là. Ben c'est ça, il n'y a pas de commune mesure, tu sais. Puis, tu regardes le plus gros groupe de militants Black Lives Matter sur Facebook, c'était runné par un dude blanc de l'Australie qui voulait juste monétiser ça. C'était pas... On est dans l'astroturfing là, à 100% là-dessus, là, tu sais. C'est facile de manipuler les gens en 2020 avec les plateformes qu'on a, qui sont hors de contrôle par leur même, comme je te disais, tu pourrais enfermer Zuckerberg dans une pièce puis dire dis-moi la vérité là. Je sais pas. T'as perdu le contrôle, hein? Puis oui. Mais qu'est-ce que tu réponds à OK, mais si je comprends bien, tout ce qu'ont fait ces gens-là, c'est prendre des données, cibler des pubs. Là, si les gens croient les fake news, mais là, c'est pas leur faute, c'est à eux autres d'être mieux éduqués. Qu'est-ce que. Ben, est-ce qu'on éduque bien les gens? Est-ce qu'on les habilite pour comprendre la différence entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle? Je pense que non. Est-ce que c'est légitime de dire qu'on pelte dans la cour de ces personnes-là la responsabilité de déterminer le bien le vrai du faux, tu sais? Si t'es une mère monoparentale là, qui a 3 enfants, qui a 2 jobs, as-tu le temps vraiment
de t'éduquer là-dessus? Puis si oui, tant mieux. Mais est-ce que c'est réaliste de le faire? Et tu crois que ce que sur Facebook, c'est vrai? Parce que pourquoi pas? Ben, Tu te dis, tu sais. oui, tu sais, puis... T'as confiance, tu te dis, ben, c'est une entreprise cotée en bourse, ils ont des milliards de dollars, ils mettent pas n'importe quoi sur leur plateforme. Ben, C'est visiblement, faux, là, oui, tu sais, c'est ça. puis, écoute, Mais c'est moi, encore... je suis sur Facebook, n'importe quoi peut être sur Facebook. Mais le problème n'est pas technologique encore là. C'est un problème d'éducation. Est-ce qu'on habilite bien les gens à faire la part des choses là-dessus? Tu sais, est-ce qu'il y a un cours qui est donné au secondaire, par exemple, sur la compréhension de l'information? Comment aller chercher de l'information en ligne? Ça, je le sais pas, honnêtement. Là, je suis pas renseigné là-dessus. On a de la misère à avoir des cours d'éducation sexuelle. Tu sais, fait qu'évidemment, je me dis que c'est peut-être pas l'emphase qui met là-dessus. Mais c'est rendu un skill incontournable maintenant. Tu peux pas fonctionner correctement. Tu peux fonctionner, mais pas optimalement en société en comprenant pas comment digérer les vagues et les vagues d'informations qui t'arrivent, comment cette information, d'où vient cette information-là, est-ce qu'elle est valide ou non? Écoute, moi, ça dépasse les plateformes technologiques. C'est un enjeu d'éducation de société, et puis on n'habilite pas les gens à interpréter cette information-là correctement. Puis c'est, encore là, je fais full circle, c'est le même principe avec l'histoire de alerte COVID et autres. Les gens ne sont pas habilités à faire départir le vrai du faux là-dessus. À digérer cette information-là. Le monde est tellement rendu complexe. C'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Faut le répéter. Va tellement vite. Et tout ce qui est système traditionnel d'enseignement et de structure sociétale est plus capable de suivre. Des entreprises comme Facebook sont rendues trop grosses. En fait, c'est le bail-out en 2008 des grandes banques. Là, pourquoi les gouvernements du monde ont bail-out les banques? C'est que l'alternative n'était pas acceptable. L'alternative, c'est la fin de la société telle qu'on la connaît. Parce que tout est géré par les banques au niveau financier. C'est un vrai phénomène too big to fail. C'est un too big to fail. Maintenant, Facebook est rendu too big to fail. Wow! Fait que c'est ça le problème. Fait que quoi qu'il arrive, mettons dans le futur, dans 5 ans, là, ça a rendu ça chie, puis là, on est encore sur Facebook, mais là, pour une raison X, c'est plus Zuckerberg qui est à la tête, c'est géré tout croche, puis c'est en train de failer. Je te garantis qu'il va y avoir un bailout de Facebook. Garanti. Je sais pas à quel moyen on va trouver de l'argent. Déjà qu'on doit des montants faramineux à l'Arabie Saoudite, à la Chine et autres. C'est eux autres qui ont nos dettes, là, tu sais. Mais ça va prendre ça. Jamais ça va failer. Si les choses restent les mêmes, plus ou moins, dans le fonctionnement de la société actuelle, c'est too big to fail. Too big to fail. Jamais tu pourras avoir un gouvernement occidental laisser mourir les banques. Ils en dépendent trop. La population dépend Les aussi. États sont plus souverains depuis un bout. Là. C'est la haute finance qui dirige le monde depuis les années 70, depuis les accords de Bretton Woods. Là. C'est quoi les accords de Bretton Woods? Essentiellement, c'est jadis, ta monnaie fiduciaire, ta monnaie papier était adossée dans le fond à de l'or. Il y avait une raison pourquoi ça avait une valeur. On la comparait à l'or. Puis là, ça a transitionné lentement vers la spéculation boursière. Essentiellement. Là, je le vulgarise. Je ne suis pas un expert non plus là-dedans, mais on a switché à quelque chose. Notre cash est adossé à quelque chose qu'on peut voir, qui est une valeur précieuse, qui est une matière précieuse. Tangible. À genre, ça, je pense que ça va monter, ce stock-là, ou je pense que ça va descendre, de la spéculation boursière, tu sais, purement de la spéculation. Genre, des gens qui ne génèrent aucune valeur ajoutée à la société, qui s'emplissent les poches, les spéculateurs boursiers, ben c'est eux autres qui ont essentiellement pris le contrôle de la haute finance des années 70, à peu près, les années 70, tu sais. Excellent documentaire là-dessus, que j'ai oublié le nom, j'ai l'air d'un Ou sur The Big Short, ça parle beaucoup de ça. The Big Short, non, c'est le livre et le documentaire. Adam Curtis, en 2016, a fait... Excuse-là, ça va peut-être nécessiter du montage. Oui, ça me dit quelque chose. C'est hyper-normalisation. Hyper-normalisation. Il est disponible sur YouTube, je peux le mettre en lien. Hyper-normalisation. Oui. C'est génial. Et si vous aimez Black Mirror, c'est un peu la... Si vous n'êtes pas déprimé assez, encore... C'est la colonne vertébrale de Black Mirror. Oui, mais absolument. Puis ça explique très bien le fonctionnement de la haute finance et de la société technologique actuelle. Tu sais. Écoute, il n'y a pas de solution miracle à changer ça. C'est rendu des systèmes... Le monde est trop complexe, des systèmes trop gros, trop importants pour le fonctionnement de ce système de marde-là. Mais en même temps, il n'y a pas l'alternative. Tu sais. On faisait des jokes sur Staline. Il y a Topi Moïse qui fait les bolcheviks, qui fait les révolutions, et qui tue les tsars, réaliste, et Rasputin avec un gros pénis. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui veut être un bon internaute en sécurité? C'est quoi les comportements, un peu comme sur la route? Tellement ça, cette question-là. T'as ça, OK. Non, mais je vais y répondre parce que c'est important. Oui, je crois. Mais avant tout, pourquoi t'as eu ça? Mais parce que c'est tellement large, que ça implique tellement de choses. Tu sais, dans le fond, tu me demandes, dans le fond, c'est quoi les meilleures pratiques en hygiène numérique, right?
Ouais, rien de moins. Oui, oui. Rien de moins. Ce que tu viens de dire, oui. Tranquille. Oui. C'est très difficile à répondre à cette Une fois, j'ai question-là. un truc que je fais maintenant que je savais pas parce que moi, j'espionne ton Facebook parce que à tous les jours, au moins tous les 3-4 jours, tu fais des textes où tu vulgarises l'informatique ou des fois, il se passe quelque chose. Ah, qu'est-ce que JP en pense? Puis il y a un meme weird sur la bataille des plaines d'Abraham. Je fais pas le temps de JP, là. Il y a une feuille de chez Desjardins. Tu peux-tu prendre, s'il te plaît, là? C'est cool ton meme, mais attends. Mais tu sais, pour dire, une fois, t'as déjà dit, les mises à jour, là, c'est important. Exemple. Oui. Tu sais, c'est parce que ça, c'est très, très large. C'est dur je peux donner quelques conseils. Puis ça dépend de ce qu'on appelle le modèle de menace aussi. Tu sais, ton modèle de menace, tu sais, comme une coiffeuse de Rawdon puis un espion de la NSA n'ont pas le même modèle de menace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes choses à protéger, il n'y a pas les mêmes manières de les protéger, puis il ne fait pas face aux mêmes menaces qui risque d'endommager ce qu'il veut protéger. Fait que c'est très dur de donner des conseils généraux à la population. T'sais. Par contre, il y a certaines choses qui aident, notamment, bon, tu parles ce qu'on appelle les patchs, dans le fond, les rustines, un mot que j'utilise jamais en français, mais que je vais le faire pour la forme. Les mises à jour, bon, les mises à niveau de différents logiciels et autres. C'est pas juste des nouvelles features qui sont rajoutées, c'est très souvent des patchs de sécurité. Ils vont colmater des brèches qui existent dans les applications. Que ces brèches-là peuvent être exploitées par des acteurs malicieux externes, des hackers. Rarement des États. C'est rare que tu vas avoir un État dans ton modèle de menace, on s'entend, là. Mais c'est exploitable par du monde mal intentionné. Fait que ces patchs-là, ben, généralement, ils vont fixer ces différentes failles. Puis il y en a tout dans les nouvelles. Toutes les applications et autres. Fait que c'est important de se garder à jour à ce niveau-là. Tu sais, ton routeur chez vous, là, qui est dans ton salon, qui cumule de la poussière depuis 15 ans, ben, c'est un ordinateur, ça. Ça prend des patchs aussi. Puis personne ne le fait. J'ai aucune idée. Non, mais c'est ça, mais personne ne le sait, parce que personne n'est habilité. On n'habilite pas les personnes à comprendre ça, tu sais, justement. Mais ça, là, c'est un esti de problème chez le monde. Tout le monde a un vieux routeur Linksys sale, qui a ça des pelles de poussière dessus, qu'on n'y a pas touché depuis à peu près 15 ans. Puis le même mot de passe soleil 1, 2, 3, 4 pénis à la fin qui a des déchiffrables. Oui, qui était déchiffrable. Déchiffrables. Mais au-delà du mot de passe, qu'il y a des failles de sécurité qui se sont cumulées depuis 15-20 ans, qui ne sont pas patchées. Puis que quand une personne mal intentionnée lance son filet, son large filet pour récolter un maximum de trucs, qui automatise ce processus-là, ben c'est facile que voir ton réseau chez vous entier compromis. Mais là, tu t'en fous, tu t'en fous pas. Ben, regarde, ça, c'est rendu là, c'est un choix personnel. Quand il y a c'est un débat. À chaque fois qu'il y a une application qui débarque de nulle part, puis il faut que tu mettes ta face, puis mettons, il te rajoute une moustache ou mets cette face-là, puis ça te met un chapeau. On a souvent, quelques heures plus tard, c'est une manière de. Il accumule les visages. Est-ce que c'est vrai ou. Ça dépend de l'application, tu sais. Je veux dire, c'est comme le meilleur exemple, c'était le russe, là, qui vieillissait tout le monde le fait. Puis... Oui, c'est vraiment être russe pour faire une application de même, c'est pas s'aider soi-même, là, vraiment. Là, mais écoute, je peux pas répondre à ça en disant oui, c'est tout de la merde ou non, c'est correct. Tu sais, je veux dire, ça dépend. Dans Migrot, la vie trop pas radio, c'était aussi nuancé. Oui, non, je sais, c'est difficile d'être nuancé en 1 minute et quart quand il faut que tu répondes à quelque chose d'un enjeu de société, là, mais parce il y a des applications qui vont exploiter les données biométriques à des fins malicieuses. C'est sûr qu'il y en a plein sur le. Biométrique, tu parles de le visage. Oui, biométrique, c'est n'importe quoi qui est généré par le corps. Ça peut être autant ton iris, tes empreintes digitales ou ton battement cardiaque. La peur que j'entends souvent. Ouais, ben ils prennent nos faces, puis ça c'est pour la face recognition plus tard. Bientôt, ils vont reconnaître nos faces. Regarde, en Chine, ils le font déjà, ça s'en vient ici. Ça a un peu de sens, ça, ou pas du tout? Ça a un peu de sens. Ça veut pas dire que c'est systématiquement ça qui arrive ici. Il faut comprendre que les bases, parce qu'il y a des bases de données biométriques en Chine, c'est un peu une alliance entre entreprise privée puis base de données de la police chinoise. Ils ont comme mergé ça ensemble. Ils sont très forts dans la reconnaissance faciale en Chine, très, très forts. Et d'ailleurs, il y a des entreprises chinoises qui, depuis au moins mars et même avant, travaillent très fort pour faire de la reconnaissance faciale, même pour les gens qui ont des masques. Tabarnak. Donc, au lieu de prendre ça au complet puis dire voici à quoi qu'on pourrait comparer, puis c'est probablement avec un taux de certitude de 75% que c'est cette personne-là, mais on va prendre ce qui est visible seulement. Mais tu as plus de détails là-dedans que tu peux focuser là-dessus. Ça peut quand même te donner un taux de certitude assez élevé que c'est cette personne-là. Surtout s'il apporte tout le temps le même masque. Là, ça devient un autre élément que tu compares séparément. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu portes un masque. Je me souviens, puis je mentionne ça parce qu'au début de la pandémie, on disait c'est un bon coup contre les services les systèmes de reconnaissance faciale.
Non, malheureusement, il y a des gens qui ont trouvé une manière de bypasser ça. Une fois, je discutais sur un de tes fils de discussion, puis il y a d'autres informaticiens qui m'expliquent comment ça marche la vie. On est arrogant de même. Pas arrogant! C'est que je pose des questions, puis il rit de moi un peu en disant « Oh, toi, t'es vraiment en retard en passant. » Et j'expliquais, OK, parce qu'il semblerait que dans les manifestations, la police peut reconnaître les gens. Que dans les manifestations, c'est arrivé à Ferguson il y a environ 4 ans. Des gens ont cassé des voitures, et le lendemain, la police cognait chez le monde. Ils les avaient reconnus par leur technologie. C'est vrai, ça? Oui, la police, puis ça date pas d'hier, ça fait plusieurs années, au moins 10-15 ans que la police fait ça, récolte, bon, pas une dizaine d'années, la police, et ça dépend des corps de police aussi, là, mais mettons si on parle des corps de police municipaux comme le SPVM ou les polices de villes locales aux États-Unis ou autres, font de la captation au niveau de... Ils vont filmer les manifestants, par exemple, tout le monde qui était là dans une manifestation. C'est pour ça qu'ils filmaient en 2012. Ouais. Oui, mais ils ont leur propre base. Les policiers ont leur propre base de données de visage de personnes. Là, maintenant, souvent, évidemment, les forces de police n'ont pas la compétence technique pour faire l'analyse de ces données-là, mais ils vont... Maintenant. Mais ça évolue, tu sais. Oui, mais non, mais ils vont aller voir une compagnie externe qui ont dans leurs clients des forces de police, puis dire on va prendre votre base de données, on va cruncher ça, puis on va vous sortir un beau tas de géré vous allez pouvoir faire juste entrer une photo d'une personne que vous avez pris, puis la comparer à votre base de données déjà existante, puis il était là à telle place, bingo. Wow. Mais oui, c'est systématique. Puis honnêtement, puis ça sans vouloir défendre ça nécessairement, mais c'est logique dans leur fonctionnement qu'il y ait besoin de ce genre de truc-là. Je veux dire, on devrait pas s'étonner de tout ça, en fait. Si j'avance que les manifestations, à la fin du 21e siècle, ça sera plus possible, c'est peut-être pas farfelu? Ben là, tu me demandes de me projeter plusieurs années dans 100 ans, puis oui. explique-moi comment ça va fonctionner les gouvernements, puis comment ils vont arrêter. Il n'y a rien là. Je veux dire, t'es quand même un expert en sécurité informatique. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que je vais sûrement prédire Parce le qu'une futur. fois, un de tes collègues m'avait dit ouvertement, quand j'ai ouvertement, c'est que c'était son fil Facebook, je dis moi, si je fais une manif, je vais pas amener mon cellulaire, puis il m'a trouvé naïf. Je dis, tu penses qu'ils ont juste besoin de ton cellulaire, t'es en retard. Non, mais ça, c'est un bon point, c'est ça, parce que la captation de signaux cellulaires se fait depuis des années par la police avec ce qu'on appelle des IMSI catchers, ou c'est des fausses tours cellulaires qu'eux autres déploient. Puis la manière que les ondes cellulaires fonctionnent, évidemment, c'est qu'ils ont tendance les cellulaires veulent toujours se connecter à la tour qui a le plus fort signal. Fait que cette fausse tour-là émet un signal très très fort dans une distance restreinte. Mais genre, c'est comme ça qu'on pognait le Serial, le premier podcast Serial. Ouais. C'est comme ça que c'était un grand enjeu, là, les pings qui appelaient. Là. Ils savaient il était où le meurtrier parce que ça pingait dans Oui, exactement. Fait que si tu es capable de dire, ça c'est si tu veux chercher, mettons, une signature spécifique d'un téléphone cellulaire, parce que chaque cellulaire a un identifiant unique, c'est l'IMSI. On emprunte digital si on veut. Ouais, ben c'est ça. C'est un numéro propre à lui-même, qui est rattaché au téléphone cellulaire. Fait que ça, ils peuvent le détecter comme ça. Mais tu peux faire aussi de la captation en général, avec un IMSI catcher, disant, OK, là, je génère une fausse tour cellulaire qui a un signal très fort. Tout le monde dans un rayon de, je dis n'importe quoi, 300 mètres, les téléphones vont se connecter à cette tour-là. Fait que si tu passes un appel cellulaire ou si tu envoies un SMS, il va être capté par cette tour-là, il peut être analysé par la suite. T'sais. Bon, là, tu vas me dire qu'en 2020, dans les manifestations, appelle quelqu'un pour lui dire, aujourd'hui, les jeunes, faites plus ça. Hein? mais il y a d'autres méthodes de captation, mais la police, traditionnellement, l'a fait. Oui, absolument. Wow! C'est pas quelque chose qui s'en vende très, très fort, mais oui, c'est fait. Il y a la captation. C'est pas systématique non plus. C'est un outil dans l'arsenal de la police. Puis là, je fais mon avocat du diable parce que je travaille pour une entreprise qui embauche beaucoup d'anciens policiers et autres, puis c'est un petit peu touché de parler de ça. Je suis un peu dans la marde. Mais non, mais pour de vrai, c'est vrai. C'est un outil parmi eux. Maintenant, est-ce que cet outil-là est abusé ou non? Je suis pas habilité à répondre à ça, mais ça existe. C'est pas farfelu, c'est pas de la paranoïa. S'il y a des instances de ça, ça existe. Mais en effet, c'est pour ça qu'il y a du monde qui ont dit, si tu vas une manif, laisse ton téléphone chez vous. Peut-être une bonne idée d'un point de vue manifestant, mais c'est pas la seule outil qu'ils ont. Ils peuvent juste te filmer aussi. Moi, je me trouvais cocky en disant ça là, à tes collègues. Yo, on va pas amener mon sel. Ils n'ont pas pensé à ça. Je dis oui, ils ont pensé, Thomas. Ils sont quand même payés pour gérer le risque, la police. Parce que c'est ça aussi. Moi, je suis jamais baveux sur tes fils parce que je veux pas que tes amis fassent. Oh ouais, il est baveux, lui. On va aller.
Oh oui, des fois, t'en discutes beaucoup. T'appelles ça les dumps. Il y a un dump qui arrive de plein de trucs de... Dump, ouais. C'est un dump de données, en fait. C'est je ne pourrais pas comment... C'est une fuite de données, en fait. C'est, admettons, je dis n'importe quoi, sur un site web X, c'est un forum de discussion, OK? Ce forum-là, il y a plein d'infos intéressantes. La liste des utilisateurs, à quelle adresse courriel est associée à l'utilisateur, sa liste de messages privés, ses messages qu'on postent en... Mais ça, des fois, ça arrive que ça fuite parce qu'il y a du monde qui vont compromettre le logiciel qui gère le forum, admettons. Puis il y a une faille qui existe, qui n'est pas patchée, qui est exploitée par un acteur malicieux, puis cette personne-là, il prend le beau... Puis là, il fait que... Enfin, il envoie du code ou autre qui fait que ça dump la base de données au complet sur lui, puis il est comme haha, je vais prendre ça, puis je vais la poster en ligne, je vais la revendre ou autre, tu sais, selon. Là, qui s'amuse de se la poster en ligne. Oui, beaucoup. Ben, en fait, il y a énormément de dump de données en ligne en source ouverte, ce qu'on appelle en source ouverte, donc disponible à tous. Il y en a en masse, puis des compromettantes, il y en a. Là, je pense à Ashley Madison, le site de rencontre extra-conjugale en 2015, je pense, 2016. Oui, John Ever faisait beaucoup de blagues là-dessus, je m'en souviens. Oui, puis tu sais, écoute, moi, j'ai été un des premiers au Québec à l'analyser, cette fuite-là. Puis, cool gig! Man, il y a des politiciens là-dedans, il y a des policiers, il y a des... C'est des juges. Pas assurément, mais tu sais, je veux dire... Moi, j'aime que je décide qui était là. J'ai jamais lu ça, il y a des juges sûrement. Oui. Écoute, c'est très drôle parce que 95% du user base d'Ashley Madison, c'est des hommes. Fait que c'est tous des hommes qui se parlaient entre eux. Ça, c'est très drôle. Là. Ouais. C'était tous des faux profils des femmes. Il y avait comme un 5% de vraies femmes sur ce site-là. C'est très drôle. Fait que tout le monde s'est chargé des dick pics entre gars, genre, ah oui, c'est moi, oui, des gros totons. La fois, c'était un dude laid, genre, c'est un viateur. Ah! Mais c'est ça. Fait que, je suis content. Ça, c'est une dump de données. C'est une data dump. Dans le fond, c'est que tous les messages privés, les informations des profils de ces gars-là, leurs images, les images qu'ils ont partagées, les dick pics, en effet, tout ça a fuité de ce site-là. Fait que, tu sais, c'est extrêmement dommageable, ce genre de Bien sûr. Wow. T'en as parlé tantôt. Desjardins, qu'est-ce qui s'est produit? Desjardins, en fait, l'an dernier, il y avait... pas le début, là, pas il y a un Alphonse Desjardins, c'est parti. Oui, non, j'avais compris. Oui, c'est ça. Écoute, il y a un gars qui travaillait au marketing chez Desjardins qui avait... Puis là, c'est le bout, c'est pas clair. La personne en question n'est toujours pas inculpée, by the way, un an après les faits. Fou. Elle n'est pas accusée de quoi que ce soit, OK? Pour ça, c'est qui? Son visage dans les médias, tu peux le googler. On sait le nom, je ne vais même pas dire le nom parce que pour des raisons légales. Bien sûr, bien sûr. Mais tout le monde le connaît, son nom, tu sais. Cette personne-là avait des accès, ou a accès à une personne qui avait des accès à, essentiellement, qui est l'entièreté des utilisateurs de Desjardins au niveau code de crédit, données sensibles personnelles, genre nom, adresse, tout le kit. Genre un genre d'informe, de ce que je comprends, là, c'est un profil complet qu'on peut obtenir sur une personne au niveau financier. T'sais, il habite où, c'est quoi son revenu, puis c'est quoi sa cote de crédit. T'sais. Genre de trucs le fun pour faire chanter quelqu'un ou du vol d'identité, encore une fois, c'est super le fun. Ah, il y a ça, se faire chanter du... Ben oui. Là, il faut comprendre, cette base de données-là, cette fuite-là, cette dump-là, elle s'est pas retrouvée sur Internet. Ça, c'est super important. Entendu. Autant que je sache et autant que mes collègues le sachent, parce qu'on s'en est parlé dans le milieu, évidemment, il y a personne qui l'a vu, cette fuite-là. Ça veut pas dire que, du moins, une personne que je connais qui travaille en cybersécurité. C'est un peu ta job, fouiller sur Internet. Ouais, ça en fait partie, oui, absolument. T'sais. Puis, tu sais, maintenant, c'est ce gars-là, il a pris cette fuite de données-là, puis il est allé la revendre à des marketeurs de Québec pour des cartes cadeaux de rôtisserie fusée, genre de shit de même. Notre province! J'aime tellement le Québec! Même nos super villains sont lame, Calice. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, au lieu d'exploiter ça puis devenir, tu sais, comme un méchant dans James Bond qui a une chaise en forme d'œuf puis un chat, genre, qui flatte. Non. Il a besoin de 60$ chez Rôtisserie Fusée. Fuck you, Chris de cave. J'ai pas dit son nom. Mais non. Ouais. Ouais, fait que ça c'est ma grosse déception de 2019, la piètre qualité de nos méchants au Québec. C'est génial, parce qu'avec quelqu'un d'un peu plus, disons, ambitieux, aurait pu faire quelque chose d'horrible avec ça. C'est sûr que Desjardins a su qu'il y avait une fuite de données. Fait que, tu sais, ce genre d'information-là devient hot, en fait. C'est que c'est très dur à utiliser quand tu sais qu'il y a de l'emphase qui est mise là-dessus. Puis non seulement Desjardins regarde ça, mais là, la SQ a une enquête, la police de Laval a une enquête, tu sais. Ouais. Quand la police de Laval s'en mêle, ça va pas bien. Watch out. Faut que je fasse attention, j'habite à Laval. Hein, fait que... non, mais quand il y a
trop d'emphase qui est mise sur une fuite spécifique, elle devient moins intéressante pour les personnes qui voudraient la revendre parce que si tu sais que telle information, ben, elle peut juste venir des jardins puis ça vient de cette fuite-là, ben, ça met de l'œil sur toi en esti. Fait que tu sais, c'est ironique parce que dans le fond, ça a été avec raison, c'est une grosse nouvelle. Ça a impacté tout le monde au Québec, essentiellement. Tout le monde qui a un compte Desjardins, donc tout le monde qui a plus que 25 ans, essentiellement. Mais dans le fond, ça n'a pas eu de conséquences réelles sur la vie directe des gens, ou très limitées, parce que cette information-là, de cette fuite de données-là, n'est pas utilisable. De cette fuite de données-là, wink wink, read between the lines, c'est qu'il y en a peut-être eu d'autres chez Desjardins, mais je suis pas au courant. Je comprends. Je comprends. Okay? Je comprends. Je dis rien, là. Non, rien. Puis, rien. Puis c'est pas... Comment? Non, c'est ça. Je comprends. Oui. Non, mais il faut faire attention à ce que je dis. Bien sûr, t'apprécies que... T'apprécies pas avoir des mises en demeure. C'est ça que t'aimes dans la vie. T'aimes les bières de microbrasserie et l'absence de... comme n'importe quel homme blanc, hétérosexuel qui a une barbe. Là, Let's go! Ouais. Mais non, mais pour de vrai, c'est pas... Puis ça, faut s'enlever de la tête que c'est juste des jardins. C'est une problématique qui existe dans la société présentement. On est à l'ère des fuites de données. Il y a une conscientisation qui existe maintenant dans le milieu, mais pas partout. C'est pas parce que c'est une grosse banque, c'est pas une banque des jardins techniquement, là, c'est une coopérative financière. Ma blonde, elle écoute ça, elle est comme yes! Mais c'est une problématique de société en général, présentement, parce que, encore là, tout va trop vite, les données sont exploitées, puis c'est des humains qui gèrent ça, puis il y en a qui gèrent ça de manière tout croche, puis longtemps, la sécurité de l'information a été vue comme une dépense pour les entreprises. Là, au lieu que ça soit vu comme un investissement, comme ça devrait être, pour gérer les risques, parce que quand tu parles à des gestionnaires, des hauts gestionnaires, ça donne rien que tu leur dises, tu leur expliques le cas d'Ed Snowden, puis de pourquoi les données... Tu parle en gestion de risque, en gestion réputationnelle. Ça va leur parler. Puis là du monde, comme mes collègues de moi, commencent à comprendre que c'est de même qu'il faut parler aux cravates. Génial. Si tu leur dis, c'est important la sécurité, parce que si ça leak puis ça se ramasse dans la presse... Ça va te coûter plus cher que si le monsieur de 48 ans, il va prendre son téléphone puis il va dire, on enlève l'argent. Oui, mais on enlève l'argent. C'est de même qu'il faut parler. Encore là, money talks, man. Puis c'est la racine du problème pour... c'est vrai qu'on fait full circle dans cette émission-là. C'est malade, man. Alors, on revient encore au capitalisme, la raison d'être des entreprises puis de l'exploitation des données personnelles, puis ça fait du cash. Puis money talks. Dernière affaire. Le dark web. Est-ce que c'est vrai que le dark web... Pour ou contre? Ouais, pour ou contre le dark web? Est-ce que c'est vrai que le dark web, tout ce qu'il y a, c'est des sectes pédosatanistes, l'identité de l'assassin d'Epstein et des... Ce que je veux dire par là, c'est que le dark web, tout ce qu'il y a sur le dark web, c'est dangereux. Je peux acheter des armes. On commence par... C'est quoi Dark Web? Dark Web, OK. Généralement, on va entendre parler de trois types de web. Si on veut le web standard ou ce qu'on appelle le web de surface, tu as le deep web puis le dark web. Il n'y a pas de définition ancrée dans le béton, mais il y a un consensus dans le milieu. Ça veut dire quoi, ces trois couches-là? Bon, le web de surface ou web standard, ça, c'est le CNN.com, c'est le Google.com, c'est le Gmail.com, c'est Facebook, c'est complètement... C'est ce qu'on voit, ce qu'on utilise tous les jours. Tu as le deep web qui est... par consensus, on dit que c'est pas mal tout ce qui n'est pas indexable par les engins de recherche comme Google. Genre le site de ma blonde sur Shania Twain qu'elle a fait en 98. C'est encore drôle. C'est encore drôle parce que tu peux utiliser des services comme Wayback Machine. On l'a trouvé. Ah bah c'est ça. On l'a trouvé. Ben, si t'es capable de le trouver, ça veut dire que c'est sur le web standard. Ah, excuse pour l'amour. Non. Ce qui est sur le deep web, c'est les intranets d'entreprise, par exemple. Les trucs que tu peux pas avoir accès facilement, c'est derrière des noms d'usagers mots de passe, ce genre de trucs-là. Des sites web derrière des routeurs qui sont pétés, donc qui sont plus rejoignables. Bon, ce genre de trucs-là. Tu as le dark web. Le dark web, ce que c'est généralement, c'est des réseaux parallèles à Internet qui utilisent la même technologie, les mêmes protocoles, mais que ça te prend soit un furteur spécifique ou une application spécifique pour y accéder. Et ces réseaux-là, d'habitude, ils ont une emphase spécifique sur l'anonymat ou la vie privée ou ce genre de truc-là. Le plus connu des réseaux sur le dark web, c'est Tor. Que j'ai rien compris. Écoute, Tor, là, la manière que ça fonctionne... Pas ce que tu viens de dire. J'ai essayé... Moi, je me suis dit, je suis un pirate. Et j'ai essayé, pas un pirate. Tor, c'est vraiment un réseau qui te fait passer par plusieurs nœuds un peu partout dans le monde. Et à chaque nœud, à chaque ordinateur que tu passes, que ta connexion passe, il y a une couche de chiffrement qui est rajoutée. C'est pas ça que j'avais compris. Moi, j'avais juste compris. Moi, je voulais voir des meurtres, puis je l'ai pas vu. On y arrive. Fait que, tu sais, ça donne une sécurité additionnelle, évidemment, parce qu'à chaque fois que tu fais une requête pour aller sur un site web,
ben, tu passes par des nœuds différents, aléatoires à chaque fois. Puis à chaque fois, ben, il y a une couche de chiffrement. Fait que même si ta connexion est interceptée, c'est très dur à déchiffrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais. Il y a des manières de bypasser ça, mais en règle générale, c'est assez difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur le Dark Web en tant que tel, sur Tor? Parce que tu peux accéder à des sites standards comme CNN.com en utilisant Tor. Fait que c'est très difficile de savoir qui visite, mettons, si les gens derrière CNN.com seraient intéressés de savoir que je les visite, mais là, ils ne verraient pas mon adresse IP que j'ai chez nous, ils verraient l'adresse IP du dernier nœud sur lequel j'ai sorti sur le réseau Tor, qui change à chacune de mes visites. Fait que, tu sais, ça permet un certain anonymat là-dessus, mais il y a des sites qui existent uniquement sur le réseau Tor, que tu as besoin du furteur Tor pour y accéder. C'est là que les pédosatanistes sont, OK? Maintenant, la quantité de... C'est un vrai phénomène, il y a des trucs assez horribles là-dessus. Ben, oui, j'aime que je dis, il a fait 30 secondes, j'ai dit j'ai pas été capable, mais je sais ce qu'il y a. Ça, c'est ma personnalité dans une phrase. C'est pas tant exagéré ce qu'on entend. La problématique avec le contenu là-dessus, c'est que il y a pas tant de sites différents de trucs vraiment illégaux, mais il y a beaucoup d'activités sur ces sites-là. Ce qui fait que la majorité du trafic Internet sur Tor, c'est des images de pédopornographie. Ah non. Tor, là, c'est un réseau que tu peux utiliser de manière parfaitement légitime. Si tu disais, mettons, là, que t'es un dissident là, au Tadjikistan, mettons, là, puis que tu sais que, littéralement que le gouvernement te surveille, c'est un outil pour te protéger. Génial. Tu peux aller sur les sites standards puis l'utiliser, puis tu ne seras pas tracké, ça va être très dur de te tracker. Ça, c'est une petite partie des utilisateurs Tor, malheureusement. Puis la grosse partie, c'est on voit la quantité d'images qui est partagée sans voir le contenu, parce que le contenu est chiffré encore une fois, mais on sait d'où ça vient, de quel site à peu près. C'est des sites de pédopornographes. Puis si c'est pas de la pédopornographie, ben c'est de la vente de drogue ou d'armes illégales sur des gros markets. D'assassinat aussi? C'est très rare, je te dirais. C'est surfait. Ça, c'est souvent des honeypots. Le FBI a déjà runné des honeypots de faux sites d'assassinat. Les ticounes qui allaient là-dessus, puis disaient « Ah ouais, je veux tuer ma femme », tout ça. Puis là, ben, ce qui arrivait à leurs potes, c'est le FBI. Les hitmen, là, les contract killers, les tueurs à gages, là, c'est la mafia qui gère ça. Oui, puis ils sont pas sur Internet avec leurs photos. Ils n'ont pas besoin. C'est encore si tu connais telle personne, puis ils vont peut-être te charger Il n'y a aucun assassin qui dit « liker ma page ». Non. Pas vraiment. Puis, tu sais, les sites, des fameuses Red Rooms là, sur le Darknet, où il y a des gens qui sont tués à telle date, là, puis là, il faut que tu payes 10 000 $ pour avoir accès. Je dis pas que ça n'existe pas. Il n'y a pas eu d'instance cataloguée que je suis au courant qu'il y a vraiment eu un site qui s'est fait buster puis que c'était du snuff porn qui faisait genre du snuff, là, dans le fond, de quelqu'un qui est tué pour des gains financiers ou autre. J'en connais pas d'histoire de ça. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Pas nécessairement. Parce que le réseau existe pour renforcer l'anonymat. Donc, c'est sûr que ça va attirer des criminels. C'est sûr. Mais le seul truc qu'on est sûr, c'est qu'il y a énormément de pédophilie sur le Dark Web. Je dirais que c'est pas mal la place pour les pédophiles parce que justement le réseau, puis ça c'est ce qui est malheureux parce que je réitère, puis j'en connais des développeurs Tor là, qui travaillent pour Tor, parce que c'est une entreprise qui est exploitée aux États-Unis, mais qui a un excellent développeur québécois, qui est un des rares employés à temps plein de Tor, qui est québécois, je n'aimerais pas son nom, mais le gars est vraiment sharp, puis eux autres, c'est tout du monde qui veulent bien faire, ils veulent protéger des sources journalistiques, des dissidents dans les pays, tout ça. Malheureusement, un peu comme Badawi, le Canadien qui est en prison en ce moment. Là. Exact, tu sais. Puis ça a été utilisé par des gens comme Ed Snowden aussi, pour se protéger. Mais malheureusement, c'est à chaque fois que j'en parle dans les médias de Tor, j'essaie toujours de dire oui, mais c'est utile à des fins légitimes, tout ça, mais l'emphase est toujours sur les vendeurs de drogue, les vendeurs d'armes, les pédophiles, puis les contract killers sur Tor. T'sais. Wow. Mais il n'y en a pas tant. Mais ça génère beaucoup de trafic. C'est trop. Je veux dire, c'est quand même un crime odieux. Mais ça c'est comme c'est une lame à double tranchant, là, vraiment. Là, c'est comme ça peut autant protéger la vie privée de personnes qui méritent d'être protégées bien que sûr. Ça peut faciliter aussi des criminels particulièrement dégueulasses. J'ai adoré notre échange. Moi, moyen. T'as-tu plus jamais ici?
T'as-tu quoi que ce soit pour Crypto-Québec, bien sûr? Non, mais non, je suis plus membre de Crypto-Québec depuis mon 2 erreur. ans. Good job. Mon Moi, t'es erreur. vraiment au courant. Mon erreur, Ouais. mon erreur. Fait que rien à plugger. Parfait. Non, mais pas de- eux autres. Non, j'ai rien contre, c'est pas Pas ça. eux autres. Il l'a dit, les autres, non. Non. Mais écoute, non, je suis pas du genre à plugger quoi que ce soit. J'ai pas de Patreon. Moi, pas encore, je sais pas. Là, Je te le souhaite, c'est le fun. Ben, ça a l'air le fun, honnêtement. Je sais pas. Moi, ce qui me manque dans la vie, c'est surtout du temps, là, en fait. Là, c'est que tu disais, rester réveillé pour lire plein d'affaires, mais c'est pas mal de ma vie, tu sais. Puis c'est drôle parce que souvent, je me fais poser la question, tu sais, comment on fait pour entrer en cybersécurité? Ça a l'air super cool, tout ça. Écoute, le gros de ma vie, c'est lire des white papers techniques, puis des rapports sur des trucs. C'est pas si excitant que ça dans les faits, là, pour de vrai. Là. Oui, j'ai travaillé sur des mandats, des démantèlements de réseaux de proxénètes en ligne, puis de retrouver des personnes qui faisaient des menaces de mort cachées derrière des pseudonymes, puis tu sais, suivre des gens qui ont fait des menaces. Tu sais, j'ai tout fait ça dans mes mandats. Oui, il y a un bout le fun, mais il y a le gros du bout, là, c'est passé vraiment 12-13 heures par jour à lire. Oui, c'est comme quand t'es policier, oui, t'aides, mais t'es aussi beaucoup dans la paperasse. Dans ta paperasse ou dans ta voiture à attendre. Oui, ben ça, c'est les filatures. Dans les films, c'est toujours fucking cool. Les filatures, man, c'est comme Puis là, ils suivent. Dans les faits, les filatures, là, puis c'est 99,9% du temps, t'es dans ton char, puis tu regardes, puis t'attends. Oui, c'est fucking dull. C'est fucking dull. Pour la police et les enquêteurs privés, les policiers ont genre plus de ressources, généralement, ils vont faire ça en équipe, mais c'est plate. C'est plate. Et puis t'as le 1% du temps que c'est excitant, mais pas que c'est plate, mais c'est juste c'est pas ce qu'on s'imagine. Parce que moi, j'aime ça. Les coups, ce bout-là. Moi, oui. Puis les hackings des films aussi, c'est hyper. Ouais, c'est ça. C'est comme ça se fait en 4 secondes. Puis la meilleure série, d'ailleurs, Mr. Robot, une excellente série qui démontre bien c'est quoi le hacking, le plus proche de la vérité, mettons, là, dans la vraie vie. Peut-être condensé pour des besoins des séries télévisées. Mais des vraies techniques, des vrais outils qui sont utilisés, c'est Mr. Robot. Si vous voulez avoir une bonne idée, c'est quoi, là. Mais tu sais, le gros, c'est vraiment lire, apprendre de l'information. Si t'aimes apprendre, si t'aimes lire des trucs. Parce que autant la médecine, il faut toujours rester à l'affût parce que ça évolue toujours. La science informatique, c'est la même chose. Même principe, même salaire aussi. Ça, c'est une blague magnifique. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est pas une blague.